Bonjour, Monsieur Charles Cléroux, chef de Démocratie Directe. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à mon émission Actualité politique du Québec. Bienvenue. Ben, merci beaucoup, Monsieur Jasmin. Puis je tiens à vous retourner les remerciements de m'inviter. Ça fait Écoute, partie de mon travail de porter la parole, de promouvoir la démocratie directe. Merci beaucoup. écoute, on va se tutoyer si ça te dérange pas, Jean-Charles. Moi, c'est Dominique. Moi, c'est Hein? Jean-Charles. Bon, c'est Enchanté, super. Dominique. Ça me fait plaisir. Écoute, je suis content de voir en entrevue parce que mes membres VIP voulaient absolument que je te rencontre pour qu'on parle de démocratie directe parce que c'est complètement quelque chose de différent par rapport aux partis politiques au Québec. Je sais pas si tu serais curieux de savoir. J'ai posé la question parce que moi, je connais pas démocratie directe. Puis aujourd'hui, on va vraiment apprendre à te connaître. Puis j'ai demandé à mon assistant personnel, ChatGPT, qui est mon assistant personnel, j'ai dit, parle-moi donc du parti politique au Québec qu'on appelle démocratie directe. Ça t'intéresse de savoir qu'est-ce que ChatGPT a dit? Il m'a répondu. Ben, vas-y donc, c'est supposé d'être intelligent. Ouais, c'est ça. Il m'a dit le Parti démocratie directe Québec est un parti politique provincial fondé le 15 mai 2022. Son chef actuel est Jean-Charles Cléroux, toi. Ce parti est enregistré auprès d'Élections Québec et son idéologie principale repose sur la promotion d'un modèle de démocratie directe au lieu d'un modèle représentatif classique. Dans ce cadre, il propose que les décisions politiques soient prises directement par les citoyens plutôt que par des représentants élus. Ça, il donne la référence, qui a pris ça chez Wikipédia, Encyclopédie Libre. Le parti met l'accent sur l'utilisation de la technologie pour permettre une plus grande participation citoyenne dans la prise de décision. Leur vision est que chaque citoyen puisse voter sur des questions importantes via des plateformes en ligne, ce qui permettrait une implication plus active et plus fréquente de la population dans le processus décisionnel. Il dit, lors des élections générales de 2022, le parti a représenté 28 candidats, mais n'a pas remporté de siège à l'Assemblée nationale, obtenant 0,06% des voix. Leur slogan, pas de promesses, que des obligations, reflète leur approche visant à responsabiliser davantage les élus envers les citoyens. Pour plus de détails, allez voir le site de Démocratie Directe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est dans le mille? Là? Il fait-tu un bon résumé de ce que c'est? Oui, ben écoute, c'est très, très, très proche du mille. C'est juste que notre slogan officiel, c'est le peuple au cœur des décisions. OK. Le côté pas de promesses que des obligations, c'était pour illustrer le fait que lorsque nous serons élus, pour démocratie directe, l'élection générale n'est pas simplement une élection générale, c'est une élection référendaire. C'est-à-dire, dans le système actuel, on n'a pas le choix de composer avec le système actuel, démocratie directe fait élire des députés. On a 63 députés, donc on est majoritaire à l'Assemblée nationale sur les 125. Donc, pas de promesses que des obligations. C'est que l'instauration d'une démocratie directe, le changement du mode politique dans lequel on est, change. C'est pas comme le PQ, l'article 1, on est souverain, on fait la séparation du Québec, puis le PQ il est élu, puis il faut repasser un référendum. Chez démocratie directe, je me dois d'être vrai, il n'y aura pas d'autre référendum. J'ai 63 députés à l'Assemblée nationale, la démocratie directe est instaurée. OK, ben tu réponds un peu à ma première question, mais je vais te la poser quand même, dans le fond, de nous expliquer. Peux-tu nous expliquer exactement c'est la démocratie directe, là, en quoi elle se distingue, dans le fond, de la démocratie représentative actuelle? Parce que, dans le fond, c'est complètement une nouvelle affaire, là, comme Oui, dirait tout l'annonce. à fait. Bon, pour répondre à ta question, si tu me permets, Dominique, Oui, c'est important, autant pour nous deux, mais on fait aussi cette émission-là pour ton tout le monde. auditoire. On va s'entendre sur des définitions. Parce que si on part qu'un mot pour toi veut dire X, puis pour moi veut dire Y, on ne réussira pas à s'entendre. Oui. Donc, tu permets, je vais donner des définitions. On part à la base, qu'est-ce qu'une démocratie? Une démocratie, c'est un principe politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple. Oui. Ça C'est ça, va? démocratie. Donc, démo pour la Hein? C'est démographie, ça. puis cratie pour le pouvoir. Donc, la souveraineté appartient au peuple. C'est ça, la démocratie. Oui. Deuxième point, c'est quoi un peuple souverain? Mais un peuple souverain, c'est un peuple qui n'est soumis à aucun pouvoir supérieur. À partir du moment que tu as un pouvoir supérieur, tu n'es pas souverain.
Ouais, vu de même. Ben, non, mais si tu as des objections, tu peux me les amener. Moi, je suis Oh, oui, non, ouvert, mais je hein? t'écoute, je t'écoute. Ben, en fait, quand on dit qu'on est une démocratie, puis en ce moment, là, au Québec, le mieux qu'on Oui, fonctionne, c'est que là, on est affairé à chacun de petite vie, bien sûr, mais il y a plein de choses qu'il faut régler, c'est-à-dire que ce soit les poubelles, que ce soit les oui, hôpitaux, oui. que ce soit les écoles. Puis il y a plusieurs paliers de gouvernement qui ont chacun leur juridiction, leur champ de compétences qu'on appelle. Puis nous, en tant que peuple démocratique, une fois par 4 ans, on se déplace, puis on va nommer un représentant de notre quartier, de notre comté, qui Mais il est lui... là. Il est Non, mais là, c'est le ça en ce leur. moment. Hein? C'est ça la Il est- différence. C'est ça. Mais il est là, le leur, et c'est là que le bas blesse. Parce que dans une démocratie, je viens de donner la définition de démocratie, on est d'accord. C'est quoi un peuple souverain? On est d'accord. Et là, le leur, c'est le représentatif. Dans une démocratie, le troisième impact, c'est que tous vos élus vont gérer selon des mandats impératifs et non représentatifs. À partir du moment que tu es en mandat représentatif, tu n'es pas en démocratie. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand on regarde Parce, Les Grecs, là, au début, là, eux oui, autres, ils ont fait une grande scène. Puis là, tout le monde, à chaque semaine, ils se rassemblaient là. oui, Puis là, ils discutaient. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. C'était quand même, il voilà. fallait que tu te déplaces là, avec ton cheval. Puis tout. Donc, ça faisait partie, là, ta vie là, était monopolisée par la politique. Puis après un certain temps, puis en plus la population grossissait avec le temps, ils ont décidé en groupe, les autres ils ont fait le contraire de ce que tu fais, ils ont décidé à un moment donné, écoutez, à la place on perd notre temps, là, on voit qu'il y a des gens, c'est toujours les mêmes qui se lèvent. C'est toujours les mêmes qui ont tu sais, puis là, il y a comme des petits groupes qui se forment parce qu'on n'appuie toujours la personne on sent qu'on est représenté par lui, par son discours, tu sais. C'est ça. Puis là, à un moment donné, on décide d'élire à la place un qui va me représenter pendant un certain temps. Puis si je suis pas content, ben après un certain temps, nous autres, c'est 4 ans en ce moment. Ailleurs, ça peut être d'autres temps. On va voter, puis on va te déplacer, on va en mettre un autre à ta place, ou on va te reconduire pour nous représenter. Donc, la démocratie, c'est comme ça qu'elle s'exerce, puis on la Mais ressent, puis moi, on je la ne veux pas voit. faire l'historique de la démocratie, ça c'est un autre sujet. Je veux parler Ouais. qu'à partir du moment que tu n'es pas en mandat impératif, à partir du moment que tu es en mandat représentatif, Mhm. tu n'es plus souverain et tu as un pouvoir supérieur à toi qui est ton représentant. Ouais, vu de même, c'est vrai. Donc comment Juste ça, t'envisages... à la base. Moi, je Ouais. te parle de l'essence de Ouais, démocratie je comprends. directe OK. et où est-ce qu'on va s'en aller dans l'entrevue. OK, mais d'abord, comment envisages-tu de mettre en place ce modèle-là au niveau provincial? Puis quelle serait la première étape pour instaurer là, ce genre de gouvernance-là? Ben, ce genre de gouvernance-là, c'est ben, la première étape de nos engagements fondamentaux. C'est-à-dire, on traverse le pont rendu à Rivière. C'est que nous autres, on change de système. Moi, je ne suis pas là pour me battre dans le système. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi pour être souverain, afin qu'un peuple soit souverain, c'est lui, il faut qu'il écrive les règles du jeu. Si Jean-Charles Cléroux écrit toutes les règles du jeu, ben, tu vas avoir la souveraineté que j'ai décidé que tu aurais. À partir de là, tu n'es pas souverain. Donc, là, on est dans un système comme ça. Démocratie directe est élue, on vient de tomber à la rivière. Qu'est-ce qu'on fait pour traverser la rivière? Ils font un pont. Ouais. Ce pont-là s'appelle une constitution provisoire qui est écrite par démocratie directe, qui est le pont qui va amener au peuple à devenir souverain et à vivre une réelle démocratie pour le futur. OK, donc la première étape, dans le fond, ça serait, tu l'as expliqué un peu, tu peux-tu en d'autres termes, là, ça serait d'instaurer une constituante. Constitution provisoire. Une constitution provisoire parce que pour respecter la souveraineté du peuple, ce que Mhm. démocratie directe fait, c'est qu'il instaure la constitution provisoire. La constitution provisoire, ce qu'elle va amener, c'est les assemblées constituantes. Et la constitution qui va être adoptée par le peuple va être écrite par le peuple et non par Jean-Charles Cléroux et démocratie directe. Le OK. peuple est souverain. OK. Moi, mon rôle pour amener un peuple à être souverain, à être libre et à avoir le réel pouvoir, donc par le peuple, pour le peuple, c'est d'instaurer la constitution provisoire dans le modèle actuel. Je suis l'outil pour, je vous donne votre souveraineté au jour 1, mais qu'est-ce OK. qui va être la finale? C'est le peuple qui va l'écrire. Puis l'Assemblée nationale n'aura pas de pouvoir sur cette Assemblée constituante-là.
Le pouvoir est donné au jour 1 au peuple pour que le peuple puisse écrire sa constitution. Ouais, puis Moi, ce que je fais, c'est la constitution provisoire. OK, puis pour y arriver, c'est certain que la technologie est un élément assez clé de votre vision de la chose, hein, parce que là, Oui. on n'ira pas tout au stade olympique. Comment tu prévois garantir l'intégrité et la sécurité des plateformes en ligne pour éviter là, les abus? Bien, ça, Dominique, c'est drôle, mais merci de la question parce qu'elle m'est posée, donc j'espère qu'on va rejoindre un large public via ton émission. Il faut arrêter de s'inquiéter avec ça parce que là, on est dans les raisons de ne pas faire. Donc, on a tout notre compte de banque via une application sur notre cellulaire, via notre ordinateur. Vous êtes tous enregistrés pour la majorité qui paye des impôts sur ClickSecure, où ce que votre numéro d'assurance sociale est là, vos revenus, ça, écoute, la couleur de vos bobettes ne peut pas être pire que chez ClickSecure, puis on l'utilise. On est tous sur la SAC, Click. Je veux dire, ces outils-là, Dominique, existent. La sécurité est faite. Est-ce qu'elle est faite à toute épreuve? Mais ça va évoluer, ça. Mais encore là, je ne veux pas trop passer de temps là-dessus parce que je ne suis pas un expert en informatique. Mais je peux juste vous dire, c'est que si on est capable, puis vous vous enregistrez en ligne pour vos rapports d'impôts, puis quelque chose d'aussi flagrant que ça, le système est déjà très outillé au niveau de la sécurité et de la capacité à implanter une démocratie via l'informatique. Elle ne l'utilise pas. Elle l'utilise à d'autres escients, mais on est bien structuré. OK, Déjà. OK. Comment tu penses que la participation directe là, des citoyens va Ouais. affecter le processus décisionnel au quotidien? Parce que c'est Ben, ça l'idée. oui, effectivement. Mais là, ça, c'est un autre exemple que je reviens sur le mandat impératif. Le mandat impératif, c'est le peuple qui va décider. Quand que j'ai lu le premier ministre, donc dans le cas qu'on va parler aujourd'hui, on va de l'avant, donc c'est Jean-Charles Cléroux, le premier ministre. C'est ça. Le peuple, via la Constitution, c'est des mandats impératifs, pas représentatifs. Le peuple va décider c'est quoi que le premier ministre a comme pouvoir. Présentement, je te donne un exemple très concret dans quoi ça va influencer la vie au quotidien des gens et des générations futures. Moi, je suis un gars de finance. Là, je vais plus parler de finance que d'informatique. Juste la dette. C'est important que les gens comprennent, puis j'essaie de vulgariser, qu'est-ce qu'une dette nationale? Une dette nationale, c'est de l'impôt futur. À partir du moment qu'un individu a le pouvoir, sans mon consentement tacite, de m'endetter, je ne suis pas en démocratie. Donc, François Legault, qui se disait le gouvernement de l'économie, c'est le gouvernement qui a le plus endetté le Québec de son histoire sans avoir créé aucune richesse. Ça, c'est un fait. Les chiffres sont là. Donc, dans une démocratie directe, je ne peux pas endetter le peuple sans son accord. Ouais, Parce que mais. c'est de l'impôt que je donne chez les enfants futurs, chez. Ben, c'est pas démocratique. Tu vois, Ouais, juste ça, mais. ça change le paysage. Ouais, mais là, comment tu fais pour inclure tous les citoyens, tu sais, même ceux, par exemple, qui sont pas à l'aise avec la technologie, parce que là, la technologie, c'est la façon de rejoindre les gens. Je sais que de plus en plus, on s'en va vers ça. Puis ceux qui sont pas à l'aise avec la technologie vont finir par disparaître. Mais la vie va s'en charger. Mais quand même, là, il y aura toujours des gens, peu importe l'âge, qui sont des illettrés, qui ne savent pas compter, qui ne savent pas lire. On a au-dessus d'1 million de Québécois comme ça, il paraît, là, illettrés. Ces gens-là, ils font partie quand même de la population, ils ont des droits, ils font partie de la démocratie. Hein? La démocratie ne fait pas dire, OK, c'est comme, tu sais, qui a vu qui a vu les extraterrestres, je me souviens plus de son groupe, là, qui disait que lui, juste les gens, les élites devraient avoir le droit de voter. Pas tout le Oui, oui, monde. oui, Hein? Raël, Raël. Raël, c'est ça, je cherchais le mot, merci. Donc, on n'est pas là dans la démocratie directe. On veut inclure tout le monde, bien sûr, autant les gens qui riches que les gens qui sont pauvres, autant les gens qui ont des connaissances, qui ont des diplômes, que les gens ignorants qui ne savent pas lire ni compter. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va s'assurer d'inclure tout ce monde-là par le biais de la technologie, en fait, là? Ben, c'est parce que on parle toujours d'un système transitoire. Le système transitoire inclut la technologie. Mais quand on parle de la technologie, Dominique, ben, je sais que toi, tu es très politisé, tu suis ça, tu es au courant, mais peut-être pour l'histoire qui n'est pas au courant, vous allez sur le site de la SNAP, qui est le site du gouvernement du Québec et tout ça, qui est très lourd.
Pas toujours évident, mais j'ai fait plusieurs lives pour amener les gens. J'ai fait un live avec Jean-Pierre Charbonneau pour aller signer une pétition. Ah ouais. J'ai fait un live quand il y a eu le projet de loi sur l'autorité parentale que moi, Jean-Charles Cléroux, en tant qu'individu, je ne parlais pas en tant que chef de démocratie directe, j'étais contre. J'ai invité les gens à aller sur le site de la SNAP, qu'il est très bien fait. Le projet de loi est là. Il peut être consulté. Tu as 5 choix de réponse, totalement en accord, neutre, plus ou moins en désaccord ou totalement en désaccord. Et il y a même un onglet pour laisser des commentaires. Donc, les outils pour faire une vraie démocratie, Dominique, existent déjà. C'est juste parce que sont inutiles puis que c'est un leurre pour nous faire croire qu'on est dans la démocratie. Il n'y a en fait, il est plus. Il n'y a rien. Non, il n'est pas. C'est ça, il ne fait pas objet de contraintes. C'est vraiment à titre informationnel. On voit, c'est comme un sondage. Hein? C'est ça. Puis on ne le voit pas, le sondage. C'est ça. Oui. OK. On voit même pas le résultat. Non, va voter sur un projet de loi. Va me dire combien qui ont voté pour, combien qui ont voté contre. Tu n'as pas accès à l'information. C'est vrai. Les outils existent. Donc, ça, c'est un des outils. Il existe déjà. Donc, quand on parle de technologie, pour beaucoup de gens, c'est une révolution. Mais quand on connaît la politique, qu'on connaît le système, comment il fonctionne, il y a déjà des outils démocratiques en place, mais qui servent à rien, qui ne sont pas promus. L'autre chose qu'on va faire, Dominique, tu payes tes impôts. Bien, tu es un citoyen responsable, puis tu contribues au Québec, tu payes. Si tu payes, tu as le droit de décider. Pourquoi dans ton rapport d'impôt, ça ne serait pas le fun dans ton rapport d'impôt, tant qu'à faire ce rapport-là, que tu pourrais cocher manuellement, pour ceux qui sont moins à l'aise au niveau technologique, de cocher sur des projets de loi, cocher sur des décisions, en même temps que faire ton rapport d'impôt, on viendrait de simplifier. Oui, mais là, ça peut être une occasion de le faire, mais tu sais, c'est aux 4 ans. Mais tu sais, si on veut une démocratie. Non, ton rapport d'impôt, il est non, excuse-moi, le rapport d'impôt, excuse-moi, t'as raison, c'est aux années. Mais c'est aux années, quand même. Si on veut une démocratie directe, puis qu'on veut impliquer la population quasiment au jour le jour, moi, c'est le même que je vois ça, je sais pas, peut-être que je. Ben, tu sais, au jour le jour, encore là, tu sais, au jour le jour, je regarde des pays qui l'appliquent plus, exemple la Suisse. Ça, c'est une peur aussi, puis c'est l'objection que j'ai. Ouais, mais là, ça ne me tente pas à tous les jours d'aller voter. Non, je veux dire, en Suisse, ils ne sont pas amenés aux urnes à tous les jours. Inquiétez-vous pas. Parce que quand le peuple a le pouvoir, et il y a le pouvoir de coller le monde dehors via référendum, là, je vous dis que les législateurs, puis tout ça, là, il y a pas mal moins de lois en Suisse qui se passent qu'à l'Assemblée nationale dans votre dos. D'ailleurs, c'était ma question. Qu'on n'appelle pas éléphant, là, mais qu'on parle d'un projet de loi, mais qu'il y a 63 autres affaires inclus dedans, là, les lois omnibus qu'on appelle. Vous allez voir qu'en Suisse, ça se calme les nerfs, ces lois omnibus. Le peuple a un vrai pouvoir. Donc, dans le fond, ma question, c'était, y a-t-il des exemples dans le monde qui t'ont inspiré pour promouvoir ce modèle de démocratie directe? Donc, tu nous en parles là. C'est inspiré. Oui, oui, c'est inspiré. Ça existe déjà. Mais tu sais, on ne fait pas un copier-coller de la Suisse. Si on parle d'inspiration, on fait des modèles, on fait des liens. Le système présidentiel américain, nos voisins du Sud, approche grandement une démocratie directe. Par contre, il manque quelques petites faveurs pour être une démocratie directe, dont la souveraineté du peuple. Mais la consultation populaire aux États-Unis est plus grande que vous le pensez. Ah ouais. Les gens se déplacent. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, la séparation des pouvoirs. Mais là, il va y avoir d'autres questions sûrement qu'on va en parler. Mais juste au Québec, en tout cas, je vais te laisser te poser des questions parce que... Oui. Ben, c'est ça. En fait, là, on était rendu à savoir qu'est-ce qui vous a inspiré. La Suisse, c'est un modèle de... Je vais donner un exemple. Il y a des terminaux qui existent. Si le peuple désire ça, ça sera fait. Ça ressemble à des guichets automatiques. Mais t'en as, exemple, à l'épicerie, t'en as dans les places publiques. C'est bon, ça. L'épicerie, t'attends, il y a un terminal, tu rentres ton NIP, puis tu peux aller voter le projet de loi là. Fait que quand t'es en motadine, tu t'en vas, tu cherches un terminal, puis là... tabarnouche! Attends, mon tabarnouche! Il t'est carré! Insatisfait! Ça vient de finir, merci, bonsoir. On n'en veut pas, les lois. On n'en veut pas! Quel sera, selon toi, le plus grand défi à surmonter pour implanter ce système-là au Québec? C'est quoi le plus grand défi? C'est sûr que le plus grand défi, c'est de se faire élire. Avant de se faire élire, mon grand défi, c'est de se faire connaître de façon intelligente. Oui, c'est sûr. Mais quand même, mettons là qu'on te connaît, puis là, t'es rendu là, puis là, il faut implanter ce système-là. Là.
Pour toi, ça serait quoi la difficulté quand même? Tu vas me dire, à partir du moment qu'ils m'ont élu, ils sont conscients qu'ils veulent ça, puis ça va être plus facile, là, mais il va y avoir Ouais. un défi pareil parce que Le quand, plus grand défi, si on veut y aller, ça va être plus spirituel, c'est le niveau de conscience de la population. C'est d'amener les gens à un moment donné, peut-être de s'intéresser plus à leurs enfants et à leur vie personnelle qu'à l'occupation double. ouais, ouais, c'est bien dit. Ouais, parce que c'est vrai que dans les temps libres, les gens, ils font des choses là, qui sont vraiment, Ouais. là, comment dire, pas. Je veux pas dire Tu de sais, le mots. système a fait en sorte que c'est plate de parler de notre avenir Hmm, parce qu'il nous décourage. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un exemple très concret, je peux te donner, puis j'en viens les larmes aux yeux. hmm. Des gens universitaires en sciences comptables, en administration, en finance, là, tu sais, notre futur avenir. Puis je parle de politique, puis j'implique. Puis les jeunes à 20 ans se demandent s'ils vont aller voter à 20 ans Ouais. parce qu'ils disent que ça ne sert à rien. Je veux dire, quand tu es capable de désillusionner une si jeune génération que ça, Dominique, il faut que le système en place soit corrompu jusqu'à un mois dans ce sacrifice. Je me Ça demande n'a si c'est pas vrai. d'allure que nos jeunes à l'université informés soient désillusionnés. Que Ben, nous sont-ils autres rendus à informés? 50 ans, nos parents rendus à 70 ans, comprennent que vote pour un, vote pour l'autre, ça fait 50 ans qu'on va dans le même mur. Là. Ça, c'est une chose. Mais qu'à 20 ans, fait que le système est fait pour que ça soit plate et inutile de parler de solutions. Moi, je veux dire, je comprends ce que tu dis, mais moi à mon avis, ce qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est qu'on les a jamais intéressés à la politique. Ils sont pas désillusionnés, ils n'ont pas eu le temps encore, comme la personne de 50, 60 ans, que lui a cru à des promesses, puis il les a vus nous mentir élection par-dessus élection. Lui, je peux le comprendre qu'il soit désillusionné, mais Ben, un ça enfant de m'inquiète les 20 ans, parents, mais moi, le feedback que j'ai à faire des conférences chez les jeunes universitaires, c'est l'info qui me revient. c'est la désillusion et non. Parce que, tu sais, écoute, on leur dit pas quand, au primaire, au secondaire, il n'y a pas de cours sur la politique. L'importance de l'implication, puis l'importance que ça a sur nos vies, ne serait-ce juste connaître tes droits, Mhm. les droits qu'on a, là. On ne l'enseigne pas. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Ça n'a pas de bon sens. Ben non, mais ça n'a pas de bon sens. À partir du moment que tu les impliques, tu leur dis leurs droits, tu leur montres la politique, l'importance que ça a dans leur vie, inévitablement, ils vont s'en intéresser. Mais si tu leur montres jamais ça, puis que tu leur dis juste d'aller voter une fois par 4 ans, puis que On est en c'est pas démocratie parce intéressant. que dans 4 ans, si tu n'es pas content, tu voteras pour quelqu'un d'autre. Mais celui-là a eu le pouvoir pendant 4 ans de peut-être endetter la nation pour les 5 générations futures. Ben oui, big deal. Big deal. Tu sais, ouais. Ben, ça, c'est sûr que je comprends ce que tu dis. Il y a plusieurs façons de penser à ce moment-là, à ce sujet-là plutôt. Mais je suis pas. En tout cas, moi, j'ai de la misère à croire qu'un jeune de 20 ans est désillusionné. Je pense plutôt qu'il ne comprend pas à quel point la politique est importante dans sa vie. Puis on l'a tellement pas impliqué que ça ne l'intéresse pas. Moi, à mon avis, c'est pas mal ça en général. Puis après ça, pour pas s'en intéresser, il va prendre les arguments de ses parents, dire oh, de toute façon, ils font mentir, ils font ci, ils font ça. C'est pour se déresponsabiliser, puis finalement, Ça se pas peut s'en aussi. intéresser. Tu sais, pour Ça se moi, peut là, aussi. c'est un leurre. Là, tu sais. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que le modèle de démocratie directe pourrait mener à une forme de populisme, tu sais, une instabilité politique, parce que à cause du fait que là, parce que le populisme, là, tu sais, moi, je pense à des premiers ministres qui ont pris des décisions, des fois impopulaires, qui étaient finalement bonnes pour la population. Euh, Puis si on y va avec, surtout avec les médias d'aujourd'hui, on a vu à quel point ce pouvoir-là a une influence directe là, sur la conscience des gens. Puis, tu parlais de conscience tantôt. Puis on peut amener des sujets. Tu sais, on dit souvent que la Charte des droits et libertés, c'est pour protéger les minorités, protéger les plus faibles. Contre qui? Contre la masse, contre la démocratie d'une certaine façon. Parce que si on se met tout à la gang et on dit, lui, il meurt. On vote. C'est la démocratie, il meurt. Tu sais, il meurt, là. Parce qu'on a décidé ça. Il faudrait qu'il y ait une règle, une loi qui va le protéger contre, là. Parce qu'on peut devenir là, la population par différentes façons une forme de populisme, c'est ça que ça veut dire. Une forme de populisme, c'est pas nécessairement positif. Puis il y a des gens qui pensent que démocratie directe pourrait amener une forme de populisme, puis donc une instabilité politique. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, ce que je réponds à ça, c'est que le fait qu'on instaure une démocratie directe puis qu'on rend le peuple souverain, donc qui peut prendre en main la destinée de sa nation, de sa patrie,
Hmm. n'enlève pas les valeurs des individus en fonction de tout ce que tu viens de me parler, c'est des chartes des droits et libertés. Je n'ai pas parlé de charte de droits et libertés, j'ai parlé de constitution pour rendre le peuple souverain, le peuple au pouvoir. Donc, les chartes des droits et libertés, si on veut les remettre en cause, je ne suis pas sûr que tu vas avoir la majorité des votes qui vont dire non, la charte, c'est de la crise de merde, puis nous autres, ce qu'on veut, c'est oppresser les plus faibles. Je ne suis pas sûr que ça fait partie des valeurs québécoises. Donc, moi, pour moi, ce n'est pas une crainte. Répondre à ta question de l'instabilité politique, ben, je vais dire, je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale au Québec, je regarde au fédéral au Canada, ce qui nous concerne de très près. Ça fait 4-5 ans qu'on est en gouvernement minoritaire. Je regarde ce qui s'est passé durant la fameuse crise COVID. Je veux dire, de l'instabilité politique et de la division entre les gens, c'est assez dur à battre ce que nos gouvernements en place font. Donc, moi, pour moi, c'est pas une peur. Je veux dire, comme j'ai déjà dit à quelqu'un en humour, si tu as peur de quelque chose que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vécu, ça s'appelle va voir un psychologue. Mais Ouais. moi, j'ai beaucoup plus confiance au peuple, entre nous et tous et chacun, Ah sur ouais? notre bonne volonté de vivre ensemble, que des élus qui représentent une caste d'oligarques qui gouvernent en fonction des intérêts d'une minorité. Parce que tu sais, je regarde dans les réseaux sociaux, des fois, les commentaires, c'est disgracieux, ça manque de respect, ça manque de tout, là, de valeur et Oui. tout et tout. Ces gens-là, ils feraient Oui, partie mais de la Dominique, je démocratie veux dire, moi, directe. j'avais fait un live à un moment donné, j'avais demandé à l'SQ pourquoi il n'avait pas intervenu. Je veux dire, la mairesse de Montréal a appelé à la délation. Je ne veux pas faire de parallèle, là, mais je veux dire, c'est exactement le régime hitlérien. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a appelé à la délation. Je veux dire, ça a Ouais. été loin la crise COVID. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié, là, mais je veux dire, on peut peut-être rafraîchir les mémoires, là, que quand je parle qu'on est dans un régime tellement pas sain pour le peuple, je veux dire, on ne recule pas de loin pour le voir, là. J'ai été à Ottawa pour des manifestants pacifiques. Je l'ai vu des chevals rentrer dans des foules puis marcher sur du monde. J'ai vu une journaliste manger un coup de, Ouais. voyons, leur bâton des policiers direct dans le ventre. Hmm. J'ai vu les blindés. Donc, je veux dire, de l'instabilité politique, là, je veux dire, moi, personne ne va me vendre leur peur. Je veux répondre à ta question, mais là, on est dans une peur que le modèle n'existe pas, là. Donc, tu crois pas, pas du tout à bonifier notre système représentatif en ce moment pour toi, c'est vraiment à mettre aux poubelles puis à remplacer ça par une démocratie directe. Ah, ben tout à fait. À partir du moment où tu es dans le représentatif, tu n'es pas en démocratie. OK. Puis ça n'a pas, pas la valeur que pour la population. Parce que quand même, je regarde, là, si je me compare à d'autres autocraties ou dictatures qu'on a dans le monde où on voit la population souffrir. C'est sûr que depuis qu'on a le gros rhume, là, que j'appelle, on était tous flabbergastés, là, tous surpris. On n'aurait jamais pensé vivre une chose semblable de notre vivant. Moi, j'aurais jamais pensé vivre ça, là. De perdre comme ça la confiance que j'avais aux institutions, c'est grave d'avoir fait perdre comme ça. Puis si moi je l'ai perdu, imagine là, qu'il y en a énormément qui ont perdu la confiance en nos institutions, c'est grave ça. Mais quand même, mettons qu'on met ça de côté, là, Mhm. on regarde notre régime, puis tu dis quand même, quand on se compare, on se console, on est quand même bien, on a la chance de pouvoir rêver à une vie meilleure. Il y a bien des gens qui réussissent à vivre des vies fantastiques, contrairement à des places là, qui écoute, ils travaillent pour un bol de riz. Là. Oui, tout à fait. Oui, T'sais, on tout est à quand même fait. pas si pire. Là. Ça, je vais en Oui, venir dans le fond. tout à fait. Sauf que quand on regarde ce qui se passe, on peut parler de géopolitique présentement, que ce soit des guerres ou quelque chose. Hmm. Tu regardes la Première Guerre mondiale, si les gens s'intéressent à ça, la création de la Fed, qui est la banque centrale, qui est devenue une banque privée en 1913, qui fait en sorte qu'à cause de cette création-là de la Banque centrale nationale en banque privée, c'est ce qui a permis aux États-Unis de pouvoir imprimer de l'argent et d'aller à la Première Guerre mondiale. Si on regarde la Deuxième Guerre mondiale et on demande au peuple de voter, la Deuxième Guerre mondiale n'existe pas. Donc, il y a des intérêts militaro-industriels. La COVID, c'est des intérêts pharmaceutiques que si tu laisses le peuple au pouvoir, tout ceci n'existe pas. Point final. Puis ça, je veux dire, je suis tellement documenté sur l'histoire des catastrophes qui est arrivées à travers le monde. Je veux dire, puis il y a plein de choses. Donc, on élimine par la démocratie directe ces oligarques-là, ces pouvoirs-là, ces fondations Rockefeller-là,
fondation de groupes qui ont une influence directe sur chacun de nos gouvernements, des clubs Schwab qui dit à voix ouverte qu'il a infiltré le gouvernement Trudeau, puis aucune astuce de réaction, ni des services secrets canadiens, ni de l'armée, qui, leur allégeance est supposée de protéger le peuple canadien. Fait qu'avant d'aller faire la guerre sur d'autres territoires, je pense que nos institutions, que ce soit partie de la SQ, de la GRC et de l'armée canadienne, devraient s'occuper du territoire canadien et de protéger leur peuple qui est grandement infecté par la corruption mondiale. Oui, mais tu sais, on passe à l'OTAN vite, là, je sors de mes questions. L'OTAN est née après la deuxième. Quand là, Hitler, on parle d'Hitler 2 secondes, quand il a commencé à envahir là, tous les pays, ses voisins en entour, un après l'autre, là, les autres, quand ils attendaient son tour, là, ils se disaient, oh non, il s'en vient chez nous, là, lui, là. Puis là, parce qu'il n'y avait pas d'unification entre les pays. L'OTAN est né de ça. Un coup qu'on a compris ça, on se dit, là, regarde, on va se mettre ensemble, puis on va se dire que si il y en a un qui est attaqué, on s'en va tous le défendre. Tu sais? C'est comme ça que c'est né, dans le fond. Le but, là, ultime, était ça. Les principes de toute chose qu'on vit, Dominique, je ne t'ostinerai pas, sont sains et ils ont été vendus. Et où la manipulation? C'est que si tu regardes historiquement, tu veux parler d'Hitler, le pays qui a mis à genoux, c'est la Russie. La Russie a demandé de faire partie de l'OTAN, elle n'a jamais été acceptée. Donc, la mission et l'image, puis ce qu'on vend de démocratie, puis le beau côté, il est beau, mais ça s'appelle de la manipulation. Ben, c'est sûr que manipulation, convaincre. Tu sais, en fait, on adhère, là. Il y a une manipulation, oui, quand je manipule mes enfants à faire un travaux pour que s'ils veulent écouter le film à soir, plus tard, ils veulent se coucher plus tard. Tu sais, on fait toute de la manipulation vu de même. C'est pas nécessairement. Parce que ça a une connotation négative, la manière que tu le dis, mais c'est pas nécessairement manipuler, ça veut pas dire nécessairement négatif, là. On peut essayer de manipuler pour amener les gens à faire quelque chose de bien aussi, là. Hein? Oui, tout à fait, effectivement. Mais après ça, il faut regarder dans le concret ce que l'OTAN a créé. Non, mais c'est sûr que aussi, toute bonne chose, on dirait qu'on réussit l'être humain à le transformer en mal. Tu sais, la religion, est-tu quelque chose de plus beau que ça au départ? Puis comment qu'on a transformé ça en tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, au Québec, on a mis ça Si tu à la porte regardes juste complètement. l'impact de la démocratie, parce que c'est la question en quoi ça peut avoir un impact sur la vie quotidienne de tous les gens. Tu savais que Ouais. la majorité des Français avaient voté pour que la France ne rentre pas dans la zone euro. Ouais. Pourtant, la France est dans la zone euro. Ouais. Tu savais qu'à l'époque de l'Irak, il y avait des études qui avaient été sorties, des sondages sur les populations, dont la France, Canada, et la majorité des populations mondiales avaient voté qu'ils n'étaient pas pour l'envahissement de l'Irak. Pourtant, sur le nom de l'OTAN, tous les pays ont été. Tu vois-tu où ce que je m'en viens, là? Comment ça peut Hmm. changer la vie? Comment un Ouais. milliard qui est mis dans le militaire euro-industriel qui pourrait mettre à aider nos enfants, donner une meilleure éducation, des meilleurs soins de santé, puis d'aider nos plus faibles? Ah ouais. C'est des milliards. Prends l'OMS. L'OMS qui, au départ, a été créée pour arrêter la faim, la faim dans le monde. C'est pas beau, ça? C'est Hein? pas beau? C'est C'est pas pas beau? beau? Ah, wow! Puis on sait aujourd'hui que finalement, après quelques années, au début, c'était des pays qui finançaient l'OMS, puis là, ils sont tous évaporés. Puis là, cette heure, c'est juste des industries pharmaceutiques, entre autres, qui financent l'OMS, puis qui viennent mettre le verre dans la pomme, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Voilà, tout à fait. Puis le système est tellement bien fait, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas d'autre option que de passer par une démocratie parce que le système, ils n'ont pas le choix, ils vous le démontrent à tous les jours comment ça fonctionne pas. Si tu prends Adenom, qui est le président de l'OMS, pour faire la parenthèse sur l'OMS, il faut que le monde aille voir le CV de qui est Adenom. Qui Ouais, est c'est cet ça. Éthiopien-là? C'est quoi son background? Ben, Ouais. c'était lui le responsable de la santé de l'Éthiopie sous l'époque que l'Éthiopie était considérée terroriste par les propres agences canadiennes. Donc, après ça, vous allez voir c'est qui la numéro un de la zone euro, Mme Van der Riel. Van der Ben, Leyen. c'est elle, son mari, qui est à justice en Allemagne, puis elle est accusée au criminel en Allemagne, mais c'est elle la première. Hmm. Quand ça passe pas par le peuple, ça marche pas. Je sais pas à quel point, là, on dirait plutôt que quand il y a n'importe quoi, même quand la bonne volonté est là, l'idée de départ c'est pour le bien commun, pour que toute l'humanité soit plus en sécurité, plus en santé, soit plus heureuse, plus avoir une vie, de l'espoir de vivre, que ce soit agréable de vivre, qu'on ne soit pas en enfer sur Terre. On dirait qu'on finit par trouver une façon de pervertir ça. Puis quand je regarde Démocratie directe, je me demande,
parce qu'on ne le vit pas. Comment est-ce qu'on va finir par pervertir ça? Quand je parlais de populisme tantôt, moi, c'est ça qui me fait peur, que ça Ouais. devienne quelque chose qui va opprimer les minorités. Tu sais. Je te dis pas que ça va arriver, là, mais Ben, moi, ce que c'est je une vais te menace qui répondre, pourrait arriver. ce que je vais te répondre à ça, c'est encore là, c'est un peu spirituel. Tu sais, Hmm. Dominique, si tu n'es pas le même être humain que tu étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est parce que tu es un être humain qui a vécu des expériences, qui fait que tes expériences t'ont peut-être confronté puis que tu as évolué. Hmm. Donc, à partir du moment qu'on est dans un système, que ce n'est pas le peuple qui décide, puis ça, c'est une réponse que j'ai déjà faite. Ouais, mais là, il y a des décisions niaiseuses, puis là, le peuple pourrait voter en épais. Certainement que le peuple pourrait voter en épais. Ouais. Mais la conclusion de tout ça, puis j'avais donné ça à une chronique radio, c'est que dans la réalité dans laquelle on vit, à partir de nos impôts, des taxes et tout ça, la chose que tu ne changeras jamais, c'est qu'ultimement, c'est toujours le peuple qui paye. Ouais. Donc, que le peuple vote en épais, il va payer pour sa décision d'épais, puis de cette façon-là, il va peut-être apprendre à mieux voter le prochain coup. Là, présentement, on est dans un système que nos dirigeants prennent des décisions d'épais, c'est nous autres qui payent, puis on n'a aucun pouvoir d'évoluer, puis de s'améliorer, puis apprendre à bien s'informer, puis à bien voter le prochain coup. Il est là que le bas blesse. Le système est fait pour empêcher l'évolution, l'augmentation du niveau de conscience du citoyen. Paye, ferme ta gueule, puis tu choisiras à qui tu vas léguer tout ton pouvoir et ta souveraineté dans 4 ans. Mais la conscience, ça va que la réalité de chacun aussi. Je veux dire, toi, Oui, je sais pas, moi, t'es millionnaire, t'as une compagnie, ça roule bien, tu sais, oui, veut dire, t'es capable de te payer des soins de santé, t'es capable de, t'as pas besoin de service, toi, rien de ça, tu peux tout te payer ça, tu veux, moi, je veux laisser. Moi, si j'ai à voter, là, si je suis souverain moi-même, là, je ne veux pas payer d'impôts, je ne veux pas payer de taxes, puis je vais m'organiser avec des services. J'en veux pas de services, moi. Le gars, lui, sa réalité, c'est qu'il est pauvre, il a de la misère à manger. C'est sûr que lui aimerait ça avoir un système de santé s'il est malade, parce qu'il sait bien que s'il pas une crise de cœur ou sa femme tombe enceinte, il ne serait jamais capable d'avoir les frais pour accoucher ou pour se faire soigner. Fait que lui, sa réalité à lui va faire en sorte qu'il va vouloir aller ailleurs qu'un autre. Fait que là, automatiquement, c'est le plus fort des groupes, c'est lui qui va diriger finalement l'avenir, puis le désespoir de ceux finalement qui vont être en minorité à ce moment-là aussi. Ça peut faire ça. Oui. C'est pour ça que quand tu es un premier ministre qui va à l'intérêt supérieur, des fois qui va. Justement, quand tout le monde crie égal, là, c'est parce que tu as pas mal d'équilibre. Mais tu sais, quand tu as un groupe qui est super content puis que l'autre est vraiment, là, il se sent ostracisé, mais on est dans une démocratie directe. Fait que toi, tu n'as pas le choix. Il faudrait que tout le monde devienne pauvre pour qu'à un moment donné, hop, ça change de bord. Là. Hop, ben là, ça peut faire mal. Tu sais. ben, tout dépend, mais une chose qui est sûre, par une démocratie directe, la classe moyenne ne serait pas en train de se mourir. Tu C'est le penses? temps qu'on l'instaure. Parce Ouais. que nos représentants, là, les riches s'enrichissent à une vitesse incroyable, les pauvres s'appauvrissent, puis la classe moyenne se meurt. Puis ça, c'est le même tracé, peu importe les partis, peu importe la gauche, la droite, c'est ce qu'on vit depuis 80 ans. Ouais. Là, on a compris un peu qu'est-ce que c'était démocratie directe. L'idée de Oui, démocratie directe, c'est-à-dire, là, on ne veut pas avoir une représentation, mais on veut vraiment vivre notre souveraineté directement. Maintenant, si on s'en va, parce que là, bientôt, là, on retombe en élection, ben bientôt, dans 2 ans, on est déjà à moitié de fête, ça va tellement vite le temps, ça n'a pas de bon sens. ouais. C'est quoi les Au fédéral, principales... ça va continuer. On a le Parti québécois que c'est tellement différent. Ça fait juste 5 ans que je parle comme une bille. On pourrait parler de ça aussi, c'est sûr. On pourrait parler de la soirée, nous autres, c'est sûr. Mais moi, je veux parler de démocratie directe surtout parce que pour les prochaines élections, là, c'est quoi tes principales priorités de ton programme pour les prochaines élections? Ça serait quoi les priorités? Parce que tu sais, on ne peut pas en mettre 300-400. Là. Il y a toujours quelques priorités qu'on va pousser parce que déjà, faire comprendre quelque chose à la population, c'est difficile. Fait qu'il ne faut pas t'en mettre 50. Là. 2, 3, c'est déjà pas mal. Là. Oui. Ben, Ça serait quoi les principales? la première priorité qu'on fait, comme j'ai dit, l'élection, on est élu, on a 63 sièges. Pour moi, c'est une élection référendaire. La première priorité, c'est la constitution provisoire. C'est que tout engagement, tout projet important pour les Québécois, ça va être les Québécois qui vont le décider. Je peux te donner un exemple là-dessus. Puis ça, c'est Mhm. un exemple concret que Démocratie Directe, on a fait une grosse démarche, malgré qu'on soit une petite équipe, qu'on soit tous bénévoles, on l'a quand même fait. On a proposé au gouvernement une commission citoyenne, une commission consultative citoyenne.
Pour expliquer aux gens c'est quoi une commission consultative citoyenne dans une démocratie directe, ça existe ailleurs, mais pas au Québec. Okay. C'est que prenez la commission Charbonneau. Elle a coûté, en passant, là, la gang, là, pour faire dire qu'on était des trous de cul et qu'on était corrompus pendant je ne sais pas combien de temps à TV partout, ça a coûté pas loin de 50 millions, ça a coûté exactement 48 millions à la population de la commission Charbonneau. Une commission consultative citoyenne, puis c'est drôle parce que j'ai réécouté ton live que tu avais fait parce que je te trouve tellement bon dans ta façon d'amener les choses. Dans le fond, tu rends l'Assemblée nationale intéressante, Dominique. Je te félicite pour ton travail. C'est pas facile. Mais que Gabriel Nadeau-Dubois est en train de cuisiner François Legault, puis c'est un esti de show de clown. Là. Tu sais, je veux dire, notre premier ministre, là, je veux dire, mon gars de 12 ans ne pourrait pas paraître plus incompétent que lui. C'est pathétique. Non, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'une commission consultative? Puis toi, même, tu le dis, bien, ces études-là, puis ces gros livres-là, puis tout ça, puis on est peut-être rendu à quoi dans les études pour le troisième lien, puis on est peut-être rendu à 10, 15, 20 millions. Là, ah, bien plus que ça. Ah, tabarnouche, des centaines de millions. Ça a coûté des centaines de millions qu'on a mis pour rien, là, qu'on pogne ça, puis ils ne prennent même pas ça au recyclage. C'est ça. Fait une commission consultative citoyenne, admettons que c'est une grosse commission. Admettons. Mettons-le qu'elle va être au même frais que la commission Charbonneau. 50 millions. Mais ça, c'est quoi que ça fait? Mais il y a des règles de base quand tu fais une commission que tu es dans une vraie démocratie. La première règle, là, moi, je viens du monde des services financiers, de la gestion de patrimoine. Quand tu as un client, la première chose que tu dois faire, c'est une analyse, un ABF, une analyse des besoins financiers. Parce que tu ne peux pas faire des recommandations, prends ci, prends ça, m'a te vendre ci, m'a te vendre ça, puis tu ne sais pas c'est quoi ses besoins. Donc, pour le troisième lien, ce qu'on a proposé au gouvernement, la CCC, la Commission consultative citoyenne, la première étape, c'est que ça soit soumis en toute transparence aux Québécois quelle est l'analyse des besoins routiers de la grande région de la capitale. Là, il y a le pont Pierre-Laporte qui est à veille de tomber. Tu as le pont de Québec. Bon, là, il y a plein d'enjeux. Mais ça, là, ça fait partie de l'analyse des besoins routiers de la grande région. Ensuite, c'est quoi qui est par le transport routier? C'est quoi les besoins réels en transport en commun? Collectif. Parce que quand on traverse la rive sud de Québec, on est campagne, là. Je veux dire, ta station, c'est pas long que tu es à 5-6 km en bicycle à pédale d'y aller. Donc, tout ça doit être mis d'abord et avant tout, quels sont les problèmes? Moi, je demande aux Québécois, j'ai été faire je ne sais pas comment de conférences dans la région de Québec, personne n'est capable de me répondre clairement. Comment tu veux que quelqu'un prenne un choix libre et éclairé quand, à la base, je ne savais même pas qu'il y avait un problème? Tu sais, c'est complètement pathétique. Et là, un coup que tu fais ça, on a illustré un problème. Il faut des solutions. Mais moi, c'était pour le transport de la grande région de Québec, ça incluait le tramway. Donc, mais ça aurait été divisé. Mais pour le troisième lien, mais c'est quoi les besoins? Là, tout est clair. Ensuite, c'est quoi les solutions? Mais si tu fais un troisième lien, juste transport en commun, exemple, bien, tu sais d'abord et avant tout, on en tient-tu compte ou non? Parce que c'est clair pour tout le monde, c'est quoi le besoin? Bien, s'il y a un besoin routier puis de la congestion à Québec à cause du transport des marchandises et tout ça, bien, ton transport en commun, ça peut être une option supplémentaire, mais pas de base, parce que tu ne réglerais pas le problème à cause que tu as ton analyse de besoins routiers. Mais là, on n'a rien, Dominique, pour prendre des décisions libres et éclairées. Hey, on parle d'au-dessus entre 4 et 5 milliards juste pour ça, plus 4 à 5 milliards pour un tramway. Les deux projets ensemble, on parle de 10 milliards. Tu comprends-tu la démocratie directe quand je te dis qu'il n'y a aucun élu qui devrait avoir le droit d'endetter le peuple québécois à l'ordre de 10 milliards. Puis pour la région de Québec, je l'ai travaillé le dossier, là, c'est une augmentation entre 10 et 20 des taxes municipales. Ben c'est ça, là, c'est moi de dire. Juste pour l'entretien et l'opération du tramway. Je n'ai pas parlé que tu payes le tramway, là. Juste pour l'entretenir et opérer le tramway, c'est 10 à 20 d'augmentation de taxes municipales. Quand tu mets ça dans la balance, c'est plus de 80 des citoyens de la Ville de Québec, les Québécois, qui ne veulent plus du tramway. Quand tu te dis comment ça coûte aussi, parce que le besoin, tu sais, je peux avoir besoin. Mais quand tu m'expliques comment ça va, qu'est-ce que ça va me coûter, là, d'un coup, je n'ai même besoin. Non, je n'ai plus besoin, là. J'en veux plus. Ah, c'est ça. Finalement, c'était peut-être plus juste un désir. C'était juste ça. Faut que je trouve une autre solution, là. On ne peut pas donner. C'est pour ça qu'il faut être en mandat impératif. Bruno Marchand, j'ai rien contre Bruno Marchand, l'individu. Je le connais pas. On a échangé, mais tu sais, je connais pas. J'ai écrit
Pas de réponse. Je le connais pas. J'ai rien contre l'être humain. Par contre, ça n'a rien à voir avec Bruno Marchand. Aucun maire ne devrait avoir le pouvoir, parce que si Bruno Marchand, comme tu as dit, moi, j'ai été élu, vous n'êtes pas content, dans 4 ans, hey, endetter la ville de Québec de 4 milliards, ça c'est pour le tramway. Ensuite, c'est 10 à 20 de taxes municipales qui augmentent pour tous les citoyens juste pour opérer et entretenir le tramway. C'est en train de me dire que dans 4 ans, mais là, mettons, dans 2 ans, Ouais, quand c'est engagé, là. que Bruno Marchand, mais il a scrappé la ville de Québec pour les 6 prochaines générations. C'est inconcevable, Dominique, qu'un politicien, qu'un élu ait tant de pouvoir. On ne peut plus gérer de même. On ne peut plus. Mais à partir le troisième lien, c'est la même affaire. M'a laissé tout mon pouvoir à François Legault. François Legault, il ne faut pas oublier une chose, là, on dit qu'on est en démocratie. Je vais vous rappeler les chiffres réels de la dernière élection. François Legault a eu un beau score de 40 des voix à l'élection. Par la façon que les circonscriptions sont destinées, ça lui a donné pas loin de 100 sièges. Puis ça lui donne 100 du pouvoir. Il faut juste rappeler au monde que 60 des Québécois qui ont voté contre Legault. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas question que Legault ait 100 des pouvoirs. Ouais. Mais, non, c'est correct, c'est correct, c'est normal. C'est sûr, c'est tellement impactant. Ce système-là. Ouais, c'est ben ouais. Surtout le mode de scrutin qui n'a pas de bon sens. Moi, c'est ça que parce que tout est perfectible. Moi, je pense que notre système, j'aime notre système représentatif personnellement, mais je pense qu'il est perfectible parce que justement, le mode de scrutin, il n'est pas adapté à avoir 4, 5 partis. Là. Tu sais, quand tu penses au Parti conservateur, qui a quasiment autant de voix qui ont voté que le Parti libéral du Québec, puis ça retrouve avec 0 siège, pendant que l'autre se retrouve avec 19 sièges. C'est aberrant. Mais les 4 autres partis, se faisaient pas mal. Là. Je pense que le plus haut, t'es à 700 000, puis le plus bas, t'es autour de 400 000. 500 000, ouais, c'est ça. T'avais 500, puis... un siège à 0. Ouais, ben c'est ça, c'est pas d'allure, tu comprends? Fait que c'est pas... Là, ça pourrait être... Il faudrait que le vote soit représentatif. C'est-à-dire, peu importe dans quel comté... Qui est à la Chambre, il te représente. C'est ça qui est le problème. C'est ça. Ben là, le problème... Les sondages... Là, on va arrêter la propagande qu'on a vécue médiatique des dernières années. Là, on va parler sérieusement. On reparle de la période COVID. On reparle des gens qui étaient contre les mesures. Puis là, on oublie les extrêmes. Mais un sondage, c'était plus de 30 des Québécois qui étaient en accord avec le convoi des camionneurs et des Québécois qui se posaient des questions sur les mesures sanitaires. C'est-tu normal, Dominique, que 100 de l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité pendant 3 ans, sacrément? Ah non, c'est sûr. Fait que ton représentatif, il représente qui à part des intérêts ou leurs intérêts? C'est sûr que je n'étais pas représenté. C'est sûr que... 30 des Québécois. Fait que quand tu me parlais que tu as peur d'une démocratie, la minorité va-tu être entendue? Ben moi, je peux te dire que j'ai 30 des Québécois qui n'ont jamais été entendus pendant la crise COVID dans ton système. Ouais, ben... Ouais, une démocratie directe qui aurait été entendue au moins. Ben, c'est ça ma question. Ma deuxième question là-dessus, justement, sur les programmes avec ton programme électoral, puis quand tu vas aller en élection, comment t'assurer que les minorités, les opinions divergentes là, soient entendues? Parce que là, on le voit dans... Je vais juste finir la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait un coup élu, puis pour montrer aux gens comment on va améliorer le système, puis quel impact ça va avoir au niveau financier. La constitution provisoire, on en a parlé. Ensuite, chaque député de démocratie directe, on a quelque chose d'écrit qu'on la retravaille pour qu'elle soit encore mieux. Tu sais, on peut toujours s'améliorer dans on est une équipe réduite. Chaque député de démocratie directe va signer une allégeance au peuple québécois. Pourquoi, là? Pas en démocratie directe. Il n'y a pas de ligne de parti chez démocratie directe, sauf la démocratie directe. Tu t'engages à écouter les peuples de ta circonscription. Tu es un porte-parole. Tu n'es pas un dictateur. Tu es un porte-parole. Donc, une allégeance au peuple. L'imputabilité chez tous les élus et les hauts fonctionnaires. Oui, c'est intéressant. Séparation des pouvoirs. Un des exemples de séparation des pouvoirs qu'on va mettre en place. Le chef de la SQ, présentement, on vit dans un régime que tout le pouvoir est donné pratiquement à une personne, mais de façon déguisée. C'est-à-dire le premier ministre, c'est lui qui nomme le ministre de la Sécurité publique. Le ministre de la Sécurité publique, c'est lui qui nomme le chef de la SQ. On l'a vu, il y a eu un changement de chef de la SQ, direct dans une période très critique qui était la COVID. Et au niveau fédéral, on a changé le chef, le général de l'armée canadienne, à peu près 10 fois en 24 mois. Donc, il faut se poser des questions sur quelles conditions il faut que tu respectes si tu veux être nommé. Donc, c'est de la nomination. Pour moi, ce n'est pas démocratique. Donc, dans une démocratie directe, un engagement, c'est le peuple qui va élire le chef de la SQ. Mets ton CV sur la table, mets ton expérience de travail sur la table, va te vendre au peuple
Et comme ça, il y a une séparation des pouvoirs parce que le peuple, on va remettre le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire dans une crise comme la COVID, si la majorité des gens, ou si pas la majorité, si un nombre suffisant de gens qui remettent en doute l'allégeance au peuple que les policiers font, sont là pour protéger et servir le peuple, pas pour protéger et servir le pouvoir en place. C'est un peu ça qu'on a vu. C'est que le peuple a le pouvoir de foutre dehors le chef de la SQ. C'est lui qui l'élu, le peuple, c'est lui qui le paye, le peuple, puis c'est lui qui peut le mettre dehors, le peuple. C'est ça de la séparation des pouvoirs. Donc ça, il y a une séparation. Ensuite, on fait une dépolitisation de toutes les sphères publiques et parapubliques. Exemple, la Régie des rentes du Québec. La Régie des rentes du Québec, elle a une mission. C'est le BODLAN, c'est le Fonds de pension des Québécois. Et dans sa mission, elle doit faire le plus possible pour favoriser le développement économique du Québec. Donc, elle a un double mandat dans sa mission. Tu ne peux pas politiser la RRQ puis dire « Hey, RRQ, moi, Jean-Charles Cléroux, je suis le premier ministre, là, puis moi, je me suis fait brainwasher sur faut tout soit vert puis le transport en commun, fait que tu vas investir 50 milliards dans le REM. » Si la RRQ puis le président puis tous les analystes puis les CFA évaluent le risque puis trouvent que ce n'est pas un bon investissement, le REM, pour un régime de fonds de pension, on dépolitise. Donc, je vais augmenter le pouvoir de chaque institution, mais je vais les rendre imputables, par contre, qui vont être imputables de leurs décisions. Mais à ces conditions-là, pour qu'ils puissent aider, je me dois de dépolitiser. Puis ça me vient, cette idée-là, d'une formation que j'ai eue il y a 20 ans quand j'étais en service financier, parce qu'il faut faire des unités de formation continue quand tu as tes permis. Puis là, il y avait une journée qui me donnait mes 10 UFC. Fait que je me dis, bon, on va prendre une journée, on va en claquer 10, ça va être le fun. C'était donné par la RRQ, imagine-toi donc. Je disais, ça va être une journée plate, mais au moins, on va avoir mes 10 UFC. Ça a été une des meilleures formations que je n'ai pas eues dans ma carrière. Toute la loi sur les fonds de pension, les ci, les ça. Et puis, c'est ça que je veux faire attention aux gens, d'arrêter d'être trop émotionnel. Parce que des fois, j'entends des gens, puis ça a beaucoup de views, puis ça soulève les passions, mais c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Je peux vous dire quelque chose, des bons fonctionnaires, on en a. On en a. Une chance. Le système de la manière qui est fait, il les étouffe. Ouais. Même dans ma formation, pour le dire à tout le monde, Jacques Parizeau, quand il a créé la RRQ, puis ça, c'est le côté que j'en veux à la politique, puis c'est le temps que le monde soit imputable, le taux de cotisation, dans le fond, une loi sur les fonds de pension pour la rente, c'est régi sur des bases actuarielles. Tu ne peux pas décider le rendement que tu veux, tu ne peux pas décider. Donc, tu sais, tu as la table de mortalité, qui est l'espérance de vie. Ensuite, tu as le rendement espéré, qui est légiféré, je pense que c'est 7,2 % la loi sur les fonds de pension. Et avec ça, tu trouves c'est quoi la cotisation qu'il faut que tu fasses pour avoir telle rente à 65 ans en fonction de l'espérance de vie. Tu sais, c'est des calculs actuariels. Bien, savais-tu, Dominique, que dans ma formation à la RRQ, depuis la fin des années 70, que les fonctionnaires, un après l'autre, tout gouvernement confondu, augmenter le taux de cotisation, ça ne marche pas. Augmenter le taux de cotisation, ça ne marche pas. Personne ne le fait parce que c'est ça. Ton système représentatif attire le populisme. Ce n'était pas populaire de prendre la décision d'augmenter les cotisations des régimes de fonds de retraite du Québec. Politiquement, c'est un suicide. Aucun gouvernement ne l'a fait pendant trop longtemps. C'est ce qui explique les déboires. Mais si je dépolitise la RRQ, qui a un mandat, que le peuple est d'accord avec ça, bien, c'est la RRQ qui augmente les cotisations. Ce n'est pas moi, Jean-Charles Cléroux, en tant que premier ministre. Ça n'a aucun impact sur ma gestion de la nation. Ouais. C'est ça, la gestion d'un fonds de pension. Moi, je suis premier ministre. Je ne suis pas l'expert du fonds. Il y a des experts que vous avez nommés. Michael Sabia, c'est fini des nominations. Vous allez voter, c'est qui le responsable. Si vous voulez que ça soit Jarosky Fraser, qui est habitué de administrer des fonds de pension, mais vous voterez pour lui. Puis vous verrez les rendements, puis vous verrez ce qu'il fait. Puis c'est au peuple qui devra répondre, pas au gouvernement. C'est vrai que les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui sont là depuis 30 ans, qui voient se succéder les premiers ministres, les façons de faire, eux autres, ils vivent, ils savent c'est quoi les problèmes qu'ils ont dans leur fonction publique, ils savent les problèmes aussi que la population a, ils connaissent leur programme, ils savent exactement dans quelle direction il faut aller, par exemple, pour améliorer les choses. Puis là, tu arrives à un nouveau gouvernement, puis tu dis « Ah là, pour ça, là, c'est plus ça, là, laisse faire ça, tu jettes ça aux poubelles. » Nous autres, on a une idéologie. Là. Ce qu'on veut que tu fasses, c'est tel chose. Puis là, le gars, il va dire, ben non, ça n'a pas d'allure, on le sait, on l'a essayé, ou bien, puis il va donner tous les problèmes. Non, toi, tu n'es pas là pour réfléchir, tu es là pour exécuter
ce qu'on va te dire politiquement parlant. Puis ça, c'est vrai que notre fonction publique, c'est très politisé. Puis dans des fonctions qui, normalement, ça ne devrait pas l'être politisé, comme tu dis. Tu sais, les ponts, tu ne commences pas à jouer avec ça. On a des infrastructures, il faut les maintenir en place, ça prend de l'argent, tous les fonctionnaires le savent. Puis là, tout arrive, tu dis non, on ne mettra pas l'argent ici, on a décidé à la place qu'on va mettre l'argent ailleurs, nous autres. Donc, les fonctionnaires... 80% de nos écoles, quand ça avait sorti le 10-15 ans, 80% des écoles primaires dans la région de Montréal, puis tout ça, avaient des champignons à insalubrité. Voyons, sacrément, on parle de nos enfants. C'est ça. Être bâtard. Tout ça pour ne pas mettre l'argent là, la prendre ailleurs, parce qu'au niveau politique, je vais me faire élire, fait que je vais promettre des nouveaux programmes puis des nouveaux... C'est ça, des nouvelles... C'est le représentatif qui attire ton populisme, c'est pas la démocratie directe. La démocratie directe est un frein à ce populiste-là, à cette crasse-là, qui gère par sondage, puis qui gère en fonction des prochaines élections. Oui, puis exactement. Puis c'est pas sexy de dire, là, on peut pas faire des nouveaux programmes, on peut pas faire des nouvelles babelles, parce qu'il faut mettre tout l'argent pour conserver ce qu'on a déjà, puis consolider ce qu'on a déjà. C'est pas sexy, c'est pas tentant. Je prends Pauline Marois parce qu'à l'époque, j'étais dans un service financier, puis je travaillais au niveau commercial, donc on pouvait offrir des assurances collectives. Quand elle est arrivée avec son assurance médicaments, c'est bien beau la vertu, là. Mais crime, Dominique, à part l'assurance médicaments, puis ceux qui ne s'en souviennent pas, je vais vous le dire, c'était à 150$. Fait que si tu n'avais pas d'assurance collective, c'était 150$ ton rapport d'impôt, puis tout ça. Tous les actuaires des compagnies d'assurance qui font de l'assurance collective me disaient, voyons, sacrément, ça n'arrive pas, nos calculs, on est autour de 600$. À l'époque! À l'époque! Puis elle, non, ça arrive. Vas-tu venir me faire croire qu'il y a des actuaires au gouvernement qui ont réellement pensé qu'à 150$, ce régime-là? Puis là, après ça, puis je m'excuse, mais quand je mets de l'imputabilité, c'est là que j'ai pas de pardon. Puis les conséquences, là, ça peut être haute trahison, puis ça peut être prison à vie, là, quand tu mens au peuple. C'est ça, une allégeance au peuple. Puis là, après ça, non, tout est beau. Finalement, elle met son régime de médicaments à 150$. Il n'y arrive pas. Il n'est jamais arrivé. On a commencé à gonfler une ballonne de dette, parce que politiquement, c'était pas populaire d'augmenter de 150$ à 175$. Puis là, ouf, politiquement, on l'a monté à 200$. Puis finalement, aujourd'hui, on est rendu à 600$, encore déficitaire. Elle sera en prison. Parce que je te jure qu'en cours, tu es responsable, tu es imputable, puis les hauts fonctionnaires, les actuaires fonctionnaires, vont être en cours. Puis je te garantis qu'il n'y a pas un actuaire qui est arrivé au calcul que le régime de Pauline Marois valait 150$. Fait qu'elle a menti au peuple en pleine face. Tu sais, les gens aussi... Il n'y a plus dans une démocratie directe. Mais tu sais, il y a aussi la bonne foi. Hein? Des fois, les gens peuvent faire des erreurs là, sans vouloir nécessairement... Non, ça ne peut pas être de la bonne foi ton erreur dans le cas que je viens de te parler. OK. Excuse-moi, tu m'allumes. Non, c'est correct. Je savais que tu m'allumerais. Mais je vais donner exemple, le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, il fait sa job, il est dépolitisé. Toutes les crises qu'on a vues à Fonderie Horn, pour apprendre que finalement, après ça, dans Radio-Canada, TVA, que je ne sais pas comment de rapport fait par le ministère de l'Environnement depuis je ne sais pas comment de temps que ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que ça donne d'avoir un ministère de l'Environnement s'il est politisé, puis que les politiciens disent, ben, tu fermes ta gueule, puis ton rapport, je ne veux rien savoir. Donc, dans la Constitution provisoire, l'environnement, ministère de l'Environnement, le peuple va déléguer, puis là, on va revenir à ce que j'ai dit, dans le mandat impératif, va déléguer, c'est quoi le mandat? Puis s'il y a un fonctionnaire de l'environnement qui ne fait pas sa job, donc c'est ça, c'est comme année, peut-être que oui, l'environnement va tirer trop à gauche, puis après ça, l'autre ministère qui pour le développement économique va tirer trop à droite. Mais c'est là qu'on peut prendre des choix libres et éclairés. Là, tout est opaque. C'est la décision de Legault qu'on a. C'est vrai que tu parles de Horn, là, ça m'a surpris ça, de voir que la population, eux autres, c'est une mine, là, ils travaillent là, c'est une ville, là, que tout le monde travaille là, c'est le centre d'activité économique de la place. Là. Enlève ça, puis tout se met de fermer la ville, là. On s'entend, là. Hein? Ça fait mal. Ça fait mal à dit. Puis tellement que les gens, là, laissez-nous tranquilles, là, on vit ça, nous autres, puis on est correct, c'est correct, là, on va accepter ça, là. Quelque chose d'inacceptable, dans le fond, parce que là, il y a des problèmes de santé qui sont dus à ça. Après ça, les autres, ils vont utiliser notre système de santé qui coûte une beurrée parce qu'ils veulent continuer à vivre leur standing, là, leur niveau de vie. Tu sais, ça en est un. Là. Dans la démocratie directe, par exemple, on aurait fait ça, puis ils diraient, regarde, là,
Laisse faire Horn, là, on l'aime de même, nous autres, puis on veut le garder comme ça. Imagine qu'ils décident ça, là, la population. Puis là, toi, tu décides, toi, parce que tu es le responsable. Non, non, c'est pas une bonne affaire. Tu sais, dans une famille, la démocratie, ça n'existe pas. Hein? Tu as le dictateur qui est le papa et la maman. parce que s'il fallait qu'il y ait une démocratie directe, tu serais dans la marde, là. Tu te ferais rouler dans la farine. Ça dépend avec les nouvelles générations. On commence, on parle plus des enfants rois, on parle des enfants empereurs. Des fois, le dictateur, c'est l'enfant. C'est ça. Ben c'est ça, je te dis. Imagine-toi s'il fallait que tu. Puis il y a des parents qui, justement, qui deviennent là, les serviteurs de leurs enfants. C'est inacceptable. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là. Moi, je suis le dictateur de ma famille, c'est clair. Bien content. Change, je suis là. Je suis un peu. J'applique la démocratie avec mon enfant jusqu'à temps que je voie sa décision. Jusqu'à temps qu'ils prennent la bonne décision. C'est ça. Ah, moi aussi, je suis pareil. Ah, moi, je suis pareil. Mais ils vont finir par prendre la bonne décision. Bonne décision. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, si je comprends bien, pour revenir à la première question, dans le fond, ta priorité, ton programme de prochaines élections, parce que quand je te parle de ton programme, c'est aussi de vendre l'idée, de vendre des idées, de vendre du rêve. Hein? Qu'est-ce qui va faire que les gens, avec ce que tu viens de nous raconter, c'est-à-dire de dire on va faire une constituante, qui va vraiment là, galvaniser la base, il va galvaniser la population, parce que c'est ça un programme. Quand tu arrives avec un programme, tu t'amènes avec des enjeux que les gens, ça les intéresse. Mettons, la santé, ah ben ça m'intéresse. L'environnement, ah ça m'intéresse. Tu sais, des enjeux, là, que les gens, ils sont soit conscientisés, formatés, ça soit par les médias, peu importe comment ce qui arrive à ça, là. Mais toi, en tant que personne qui veut se faire élire, tu sais, il faut que tu amènes quelque chose qui intéresse la population, parce que tu l'as dit, on l'a dit, la population ne s'intéresse pas à la politique. Donc, de dire, là, on va faire une démocratie directe, puis ça va être ça notre priorité, tu penses, mais quand je dis les gens ne s'intéressent pas, la dernière exemple, puis je n'ai parlé de la chronique que j'avais réécoutée pour me remettre dans le bain, vu que je savais que tu m'interviewais. Quand tu regardes des gens, Dominique, sur les promesses électorales que François Legault a répétées pendant 35 jours, puis je reviens au troisième lien, puis qu'un coup élu, c'est un volte-face total, avec aucune imputabilité, aucune responsabilité. Comment tu veux que des gens s'intéressent à quelque chose qui ont tout le pouvoir en main pour faire ce qu'ils veulent, donc faire le contraire de ce qu'ils t'ont promis pour avoir ton vote? Donc ça, à la base, c'est une recette pour décourager le monde à s'intéresser à la politique. Sûr que... ça c'est vrai. C'est sûr. Donc, dans la démocratie directe, là, si on rentre plus dans le détail, dans le mécanisme, parce que tu m'as demandé mes inspirations, une démocratie directe à la sauce québécoise. On est inspiré, oui, par la Suisse. Je suis inspiré, oui, par les États-Unis. Aux États-Unis, si ton bulletin de vote, tu n'es pas au Québec, là, tu fais une coche, puis qu'on s'en calisse. Non, tu votes le shérif, tu votes le chef de police. Tu as 12 pages. Il y en a des votes, là. Il y en a. C'est ça. Donc, l'avortement, name it. Mais moi, ce qui allume pour réintéresser les gens, puis je te jure, quand je fais des conférences, puis tu feras le test, tu feras un événement, puis j'irai dans une salle, puis je ferai une conférence, il y a 17 régions administratives au Québec. Afin d'être en démocratie, on dit c'est le peuple souverain, il faut que tu mettes des outils pour que le pouvoir se rapproche du peuple. Donc, moi, c'est un peu le modèle suisse qui appelle ça des cantons, le modèle américain qui appelle ça des États, c'est que les 17 régions administratives se retrouvent avec un pouvoir beaucoup plus élevé qu'ils ont là. C'est fini la centralisation, ce que Québec est déconnecté des Gaspésiens, déconnecté de cette île, mais là, pour avoir plus de votes, il est pas mal plus connecté sur Montréal. Non, les gens de Montréal ont une réalité économique et sociale. Les gens de la Gaspésie ont une réalité économique et sociale. Je fais le tour des 17 régions administratives, l'Estrie, Montérégie et tout ça. Oui, on a vu ça avec les couleurs des 17 régions. Et voilà. Donc là, le peuple aura des décisions. Et dans le gouvernement du Québec, il y aura un budget de fait en fonction. Donc là, on va remettre de la transparence parce qu'il y a un budget puis un état financier. J'ai une formation comme CA en sciences comptables. Je peux te la compliquer que tu n'iras jamais. Puis je peux te la simplifier que mon enfant de 12 ans est capable de lire un état financier. Revenus, dépenses, là, puis on arrive dessus. C'est pas compliqué. Ouais. On veut le compliquer, puis j'ai de la misère à lire les états financiers du gouvernement, là, puis j'ai la formation là-dedans. Comment tu veux que le peuple s'intéresse? Donc là, on va simplifier ça. Et le budget exemple du Québec pour la santé, en fonction des régions, oui, ça se peut que l'État
ou le canton de Montréal ait un peu plus d'argent, il y a plus de population, il y a plus de gens soignés, c'est normal que le canton de la Gaspésie ou l'État de la Gaspésie ou que l'État de l'Estrie. Donc, mais ça va être divisé. Après ça, on dit le peuple, impliquez-vous dans votre région, dans votre municipalité, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, dans votre circonscription, puis dans votre canton ou dans votre comté ou dans votre État, appelons ça comme qu'on veut. Vous avez le pouvoir. L'argent est là. Super Jean-Charles Cléroux pour le ministère de la Santé, puis d'arriver puis de mettre des lumières oranges puis des lumières rouges, puis à un moment donné, vous dites, non, finalement, ça ne marche pas. Chris, le Québec est rouge au complet. C'est fini. Fini. Le peuple va avoir un pouvoir par région administrative net et précis. Fait que des Horacio Arruda, le dictateur qui est arrivé, qui a géré la pandémie, que ça vaut de la merde, puis après ça, il l'impose à tous les Québécois. Il n'y aura plus personne à l'Assemblée nationale autour de Jean-Charles Cléroux va avoir ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là va être référé au centre régional, aux 17 champs du Québec. Mais et là, 17... il va y avoir un vrai débat. Là, s'il y a une région administrative qui performe mieux qu'un autre, les autres vont se poser des questions. Là, tu vas pouvoir remettre en question des élus. Ce que tu étais capable de faire présentement. Mais tu sais, les 17, là, veulent pas, ils ont des réalités différentes, ils ont aussi des capacités différentes en financement. Si on prend des régions où, mettons, il y a 5000 habitants versus une autre place qui a 1 million d'habitants, on ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, n'est-ce pas? Ben, ça va être géré. Les États-Unis, c'est exactement demain que c'est géré. Je pense pas que c'est un modèle catastrophique au niveau des libertés des personnes et leur capacité de s'émanciper. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils décident quelque chose qu'ils n'ont pas les moyens, vous l'avez, vous autres, dans votre région, là, le métro, on veut notre métro, nous autres ici, genre, là, mais là, c'est parce que là, non, là, on ne mettra pas 20 milliards là, parce que vous êtes 5000 habitants, là. Non, mais ils auront le pouvoir de dire qu'ils veulent tous faire un chèque de 5000. C'est ça. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que je te dis, ils sont rendus là. Ouais. C'est pas moi, en tant que premier ministre, qui va commencer à gérer la vie de tous les Québécois comme un dictateur, comme qu'on vit là, puis imposer à quelqu'un, toi, tu vas avoir un métro, même s'il n'en veut pas, parce que ça aussi, la même place qu'à Montréal, que j'ai été invité, que j'ai assisté à l'Assemblée municipale, où ce que c'est tassé de citoyens qui ne veulent pas perdre leurs 20 000 places de stationnement pour une maudite piste cyclable. Ouais, c'est ça, mais il faut payer des taxes puis que la piste cyclable est déneigée avant les rues. C'est ça. Mais il faut responsabiliser les. On peut s'administrer comme le peuple le veut. Ouais, c'est ça, mais justement, il faut les responsabiliser, les gens. Faut qu'ils soient responsables de leurs demandes. Dans le sens que là, tu veux ci, tu veux ça, tu saches que ton compte de taxes, il va augmenter à ce niveau-là aussi. Là. J'en sois conscient. C'est tout. Fait que si tu acceptes ça, il faut que tu l'acceptes aussi. Là. Fait que ça, je suis d'accord avec toi ici. S'ils veulent un métro, ils sont capables de le payer. Ouais. Dis-moi donc, on parlait tantôt, tu sais, l'idée qu'il n'y a pas de promesses, il y a juste des obligations. Parle-moi de ce concept-là, parce que moi, je trouve ça, quand j'ai lu ça sur le site, entre autres, parce qu'on le voit à la première page, on voit ça, cette phrase-là. Des engagements, oui. C'est ça, juste des obligations, il n'y a pas de promesses, juste des obligations. Ça, c'est dans le fond, ça fait réfléchir quand tu lis ça comme ça, en tant que citoyen, je trouve, là, ça fait réfléchir. Parce que tu te dis, c'est vrai que des promesses pas tenues qui peuvent nous trahir, puis il n'y a aucune conséquence. Là, on retourne-tu en élection? T'sais, dans le fond, tu as promis ça, toi, puis tu le fais pas. Bon, on retourne en élection parce qu'on a voté parce que tu as promis ça. Maintenant que tu le fais pas, ben là, tu n'es plus légitime. Tu deviens illégitime. On reprend les élections, mais on ne peut pas faire ça en même temps. Non, parce que c'est pas mal que ça fonctionne. Dans les tribunaux, puis les tribunaux ont blanchi toutes les partis politiques. Ils ne pouvaient pas quand même exiger à un parti politique de tenir ses promesses. Imagine-tu, t'es carré. Là, il y a encore une séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le politique. En tout cas, ça, c'est un autre dossier. Ouais, puis en tout cas, la justice est tellement décevante avec ce qu'on a vécu. Là, on dirait qu'elle a perdu tous ses pouvoirs. Là. Le politique a fait perdre tous ses pouvoirs. La santé publique là, a fait perdre tous les pouvoirs aux magistrats. C'est fou comment est-ce qu'ils ont perdu leur courage en même temps. Que des grosses questions se posent. Ben, pour répondre à ta question, pas de promesses que des engagements, que des obligations. C'est que nous autres, si on veut parler d'un programme typiquement politique que le monde est habitué dans le système de division qu'on est, le seul programme qu'on a, c'est nos engagements fondamentaux. Donc, la Constitution provisoire, c'est pour ça que c'est l'article 1, comme le PQ, l'article 1, c'est la séparation du Québec.
Nous autres, l'article 1, c'est la démocratie directe qui va être passée via la Constitution provisoire, qui va donner, dans la Constitution provisoire, ça va me donner un pouvoir de pouvoir instaurer tout de suite une dépolitisation, une séparation des pouvoirs, parce que si je ne fais pas ça via la provisoire, c'est que je suis canné pendant des années à être obligé de passer dans le système actuel par des projets de loi. Il n'y a rien qui se fait. Là. Il faut que tu aies un projet, première lecture, deuxième lecture, il faut qu'elle soit écrite, puis tu te retrouves après 4 ans, il faut que tu votes là-dessus. La provisoire va me donner des pouvoirs d'instaurer la démocratie directe, va me donner le pouvoir de donner la souveraineté au peuple directement, mais elle ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Les traités qui sont signés vont être respectés, il y en a qui sont à réviser, les lois qui sont là actuelles vont être respectées, il y en a qui peuvent être carrément enlevées. Le peuple, on va y aller ensemble après. Donc, c'est pour ça que c'est l'engagement. Le reste des programmes, mais pour vous expliquer c'est quoi une vraie démocratie directe, parce qu'il va continuer à avoir des enjeux québécois, qu'on parle du logement, de l'immigration, de ci, de ça. Mais pour faire une image simple, là, ben, prends le programme de Québec solidaire, parce que ça, à un moment donné, j'avais eu cette idée-là, je n'avais pas eu le temps dans la dernière élection générale. Je voulais mettre, moi, le programme électoral de Québec solidaire, le programme électoral de la CAQ, du Parti libéral, du PQ, du Parti conservateur. Voici le programme de démocratie directe. C'est le programme de toutes les partis. La différence, choisissez. Parce qu'on va dire les vraies affaires. On aime ou on n'aime pas. Je suis vraiment pas sur le côté, moi, le gars gauche caviar, Québec solidaire. Mais Gabriel Nadeau-Dubois, des fois, il en amène des bonnes. Ouais. Je ne suis pas un péquiste, je ne suis pas un libéral. Tu sais, moi, je ne m'identifie à rien. Par contre, dans ces gens-là, il y a des bonnes affaires. Le programme de la CAQ, tu as 2-3 bonnes idées que la CAQ apporte. C'est clair. Pas 100% pas correct. Québec solidaire n'apporte des Même bonnes. chose. Le PQ n'apporte. Ouais. Enfin, c'est ça une démocratie directe. Sauf qu'au lieu d'être dans une imposition, puisque je te disais tantôt, c'est toujours des maudits package deals à prendre, ben, sacrifice, le peuple aura le pouvoir de dire c'est quoi nos priorités. Puis c'est là que dans une démocratie directe, ça passe par des propositions. Puis après ça, les propositions que le citoyen a autant de pouvoir que le premier ministre. Exemple, moi, je dis, moi, en tant que premier ministre, ma priorité, c'est le troisième lien. Dominique Jasmin fait sa proposition. Moi, ma priorité, c'est de régler le logement. Dans les propositions, le peuple intervient, appuie des propositions. Mais Kim, tu as 1,5 million d'appuis, Dominique, sur le logement. Puis moi, pour le troisième lien, j'ai 300 000 appuis. C'est là que même si je suis premier ministre, un citoyen a autant de pouvoir qu'un premier ministre. Et c'est pour ça que les mandats impératifs et non représentatifs, c'est important. Parce que ça m'oblige à m'occuper de la proposition du citoyen Dominique Jasmin et que j'ai le pouvoir de le gérer via mon mandat impératif. Si je suis dans le représentatif, je ne suis même pas obligé de t'écouter, comme qu'on vit présentement, puis je fais le troisième lien, qui n'est pas une priorité pour personne. Mais là, si je comprends bien, là, dans une démocratie directe, l'opposition, ça n'existe plus. Les partis politiques n'existent plus. Le jeu est terminé. C'est terminé, cette game-là de pseudo-opposition, mais qu'on s'en va dans le même mur depuis 50 ans. C'est fini, cette heure-là. C'est terminé. Puis c'est pour ça que toutes les partis, quand je fais des débats, toutes les parties, c'est tellement facile pour moi de faire des débats. C'est qui amène les enjeux, d'abord? Qui amène les enjeux? Parce que c'est ça que ça fait, les oppositions aussi. Tout le monde peut amener les enjeux. Ton représentant que tu vas élire, ou admettons, si toi, tu as le goût de faire de la... Pour ça que chez Démocratie directe, on appelle ça des porte-paroles. Ultimement, il y a des gens de cœur, de bonne volonté, parce que ça, c'est une autre affaire que tout le monde, en tout cas, j'en connaissais. Ah, toutes les plantes vertes à l'Assemblée nationale. Hey, attends une minute, as-tu déjà été leur parler? Là? C'est facile de gueuler. Moi, j'en ai rencontré des députés, puis je n'ai fait des campagnes électorales. Je peux te dire de quoi, la majorité des gens qui se présentent en politique, leurs intentions est pure et est bonne. Oui, moi aussi, je pense. Un coup dans le système, sont foutus. Moi, je m'excuse, là, mais des Véroniques qui vont, là, c'est une femme qui avait le cœur à bonne place. Ouais. Je suis 100% d'accord avec ses idées, peut-être pas. Mais sacrifice, venez pas me dire que c'est une plante verte et c'est une épaisse. Non, c'est vrai, c'est sûr. Donc, dans une démocratie directe. Le brûler à la moelle, c'était une femme, parce que quand j'ai fait campagne dans Joliette, la majorité des citoyens adoraient Véronique. Ah ouais, mais ça. J'ai eu que des beaux commentaires sur cette femme-là, disponible, rencontrait ses citoyens. Puis humaine. Donc, la traiter de plante verte là, pour aller chercher, ça, c'est du populisme, pour aller chercher des views, là, mais vous avez un doigt dans l'œil, puis l'autre, tout ce que je pense. Il y a des bonnes personnes en politique. Donc, les propositions, oui, Dominique, ça risque d'être amené plus souvent qu'autrement
par les élus. Pourquoi? Parce que ta job, c'est de rencontrer les citoyens. Mais ça se peut que si tu es un élu, toi, Dominique, oui, c'est toi ultimement qui va amener la proposition, mais elle risque de venir des gens que tu rencontres parce que tu vas faire ta job, tu vas aller voir ton monde. Donc là, il n'y a plus de ligne de parti. On est Non. 125 élus. On représente ma région. On est dans le fond, chacun d'entre nous, on peut devenir une opposition finalement. On est Oui. souverain. On représente notre petit comté. Nous autres, quand on s'en va à je l'Assemblée vais donner un exemple nationale. pour que tout le monde comprenne. Puis ça, c'est un exemple au niveau fédéral que j'avais utilisé, mais tellement belle et simple qu'elle pourrait être mise québécoise, là, mais OK. c'était de juridiction fédérale. La légalisation de la marijuana. Ouais. Moi, j'étais député dans le comté de Saint-Jean. Ben, député, j'étais candidat dans le comté de Saint-Jean. Puis j'avais ma collègue qui s'appelait Maryse, qui était candidate dans le comté de Bromésiquois, le comté voisin. Le projet de loi parle, ça change la face du Canada, on légalise-tu la drogue ou non, ça passe en référendum, en démocratie directe. Parce que Justin Trudeau a été élu avec 37% des voix, puis il était majoritaire. 38, 37,7, qui fait 38. Il y avait 62% de la population qui avait voté contre lui. Là, tu changes la face légale, criminelle du Canada. Tu te dois d'aller consulter le peuple. Donc, on part, mais moi, quand j'arrive, je suis qu'un porte-parole. Donc, il y a un projet de loi qui est de légaliser le pot. Je vais voir ma circonscription, je fais des conférences, tel projet de loi, on sensibilise le monde. Ultimement, le monde vote. Moi, mettons, Jean-Charles Cléroux en tant que citoyen, j'enlève mon veston de député, je m'en vais comme toi sur l'ordinateur, puis je vote. Ben oui, je suis pour ça, moi, que le pot soit illégal. Je vote oui. Je remets mon veston de citoyen, Jean-Charles Cléroux n'existe plus. Je prends le rapport qui sort dans ma circonscription. Non, 72% des citoyens de la circonscription de Saint-Jean ne veulent pas que le pot soit légalisé. Tu représentes Puis ça. Je prends ma collègue Maryse, elle, c'est le contraire. Elle était benzaine, puis tout ça. Fait qu'elle ne voulait pas que ça soit légalisé, puis tu mets le même 70% de sa population vote oui. Mais on arrive à l'Assemblée nationale, au Parlement à cette époque-là, vu que c'était fédéral. Je suis dans le même parti. Jean-Charles Cléroux légalise le pot, oui ou non? Moi, j'avais voté oui, mais là, je suis un porte-parole. Jean-Charles Cléroux, comté de Saint-Jean, non. Maryse, elle aussi, il faut qu'elle aille contre ce qu'elle pensait elle-même. Oui. On est le même parti, mais c'est fini, les lignes de parti. Ça ne peut plus exister. C'est le peuple qui décide. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. Parce que là, on voit. En même temps, ça montrerait des. Ça serait spécial, les périodes de questions, là, parce que là, les périodes de questions vont justement avec le nombre de sièges qu'on a. Hein. Tu sais comment ça marche. Là. Si toi, tu as 4 sièges, tu as une question par semaine. Si tu as 19 sièges, ben, tu as 2 ou 3 questions par jour. Fait que là, ici, on est 125. Là. On est 125. Là, je vais donner un exemple. Je suis le premier ministre, je suis en majorité. Paul Saint-Pierre Plamondon avait sorti un estifi de beau dossier qui n'a jamais été donné suite. Parce qu'au Québec, on a beau se dire qu'on a beaucoup d'économies, mais ça s'en vient toutes des oligarchies. On ne va pas dire des quasi-monopoles, en tout cas des oligopoles. On parle des raffineries. Puis là, le prix du pétrole est élevé, puis la COVID, puis tout ça. Puis moi, je suis la bourse, c'est mon domaine. Je connais le baril, la matière première, ma matière, il ne justifie pas ça. Il ne justifie pas ça. Fait que je fais des recherches, puis j'essaie d'avoir. C'est pas Saint-Pierre Plamondon, donc je lève mon chapeau, puis je l'avais félicité quand je l'ai rencontré. Il a dit, là, les raffineries ont passé d'une marge bénéficiaire de raffinage de entre 4 et 7 cents le litre à 43 cents le litre. Peux-tu dire que moi, si je suis premier ministre, de 1, Paul Saint-Pierre Plamondon, ton dossier est très intéressant. Je sais qu'il est pour du PQ. Moi, c'est le pouvoir au peuple. Je n'ai pas d'ego. C'est toi qui as découvert l'information. Je te nomme président du comité, va enquêter, je te donne les outils du gouvernement. C'est ton dossier, tu as les outils, pareil comme si tu es un député ou un ministre démocratie directe. C'est pour ça, comme Gabriel Nadeau-Dubois, à un moment donné, sur le logement, est arrivé avec quelque chose d'intelligent et tout ça. Tu veux faire ça? C'est toi qui as l'idée? Ben, Gabriel Nadeau-Dubois, tu passes en avant de tous mes ministres et mes députés, c'est toi qui va gérer le dossier. C'est ton idée, c'est ton expertise, gère le dossier, tu as tout le système en arrière de toi pour t'aider. Tu n'es plus un parti. C'est fini, le parti d'opposition. Moi, je n'ai pas d'opposition. On travaille pour le bien commun. C'est toi, Dominique Jasmin, qui a la meilleure idée. C'est toi qui es le plus compétent dans ce domaine-là. Je m'en fous que tu sois avec démocratie directe ou non. C'est toi qui vas le présider. On va mettre les meilleurs aux meilleures places. Fini le nivellement par le bas. Hey, on sent que t'es. Hein, ça bouille en dedans. D'ailleurs, on va parler de toi un petit peu, 2 secondes.
Dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer avec des démocraties directes, finalement, en politique, puis surtout pour démocratie directe comme ça? Qu'est-ce qui t'a poussé, toi? Ben, moi, c'est parce que ça recule de. Hey, là, ça me vieillit quand je dis ça, mais au-dessus de 30 ans, à l'époque de l'université, puis moi, j'ai étudié, que j'ai dit tantôt, en sciences comptables, en finance, gestion. Puis ça a commencé dans ce temps-là qu'il y avait des affaires antimondialistes. Puis on est arrivé avec notre cher Brian Mulroney, puis le projet de l'ALENA. Puis moi, Ouais. ben, j'ai toujours mon petit côté taquin à réfléchir par moi-même, puis me poser des questions. Fait que des fois, je comprends pas vite. Fait que je pose beaucoup de questions, puis tout ça. Puis, j'étais à l'université, puis en tant que bon étudiant, hein, là, on avait les normes, la mondialisation, comment que c'est beau, que c'est fin. Fait que tu es formaté à l'université que la mondialisation, puis tout ça. Puis là, il y avait l'économiste, que le nom ne me vient plus. Faire une histoire simple, ça disait, exemple, si chacun fait ce en quoi il est meilleur, ben ça va tout être plus productif, puis tout le monde va être plus riche. Puis là, il donnait comme exemple, ben Jean-Charles, tu as un arbre de terre, ton voisin, Dominique Jasmin, il a un arbre de terre. Vous faites toutes les deux des patates puis des carottes. Puis vous produisez toutes les deux 1 tonne de légumes par année. Par contre, selon vos sols, toi, Jean-Charles, tu as 60 de carottes, 40 de patates. Puis Dominique, lui, a 60 de patates, 40 de carottes. Fait que là, tu t'assieds avec ton voisin Dominique, tu vas dire, hey, moi, Dominique, mes terres, ils font de la carotte en tabarnak. Puis toi, ils font de la patate. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ensemble. Fait que toi, il fait juste les patates, moi, je vais faire juste les carottes. Fait que je viens de sortir 1,2 tonnes de carottes. Puis toi, tu viens de sortir 1,2 tonnes de patates. Puis ensemble, on vend 2,4 tonnes. Mais si on ne se mettrait pas ensemble, on vendait juste 2 tonnes. Fait que là, moi, j'écoute tout ça. Tu sais, je suis un bon étudiant. Là, je dis, ouais, de ma main, il y a de quoi je ne comprends pas. L'exemple que vous venez de donner, dans l'exemple, non, dans l'exemple que vous venez de donner, je comprends. Mais comment ça s'applique dans le libre-échange qu'on est en train de signer? Parce que là, on va perdre la GM à Sainte-Thérèse pour l'envoyer au Mexique. Parce que là, dans ton exemple, le Mexique sont meilleurs que nous autres sur les manufactures. Ça coûte moins cher, ouais, c'est ça. Mais ils sont meilleurs pour nous autres. Pourquoi? Ils sont plus travaillants? Ils sont plus compétents? Ou ben non, parce que c'est tous des esclaves, parce qu'ici, nous autres, à cause des syndicats, le salaire était à 35$ de l'heure, puis eux autres, ils gagnent 50$ par semaine. C'est la seule raison qu'il y a. Ici, on a des normes environnementales, ce qui fait qu'une usine coûte 1,5 milliard à faire. Eux autres, là-bas, ils se foutent de l'environnement. L'usine coûte 700 millions à faire. Donc, là, c'est parce que c'est pas les mêmes règles. Puis là, moi, je suis un gars d'arts martiaux. Puis je comparais ça aux arts martiaux. Fait que j'explique au prof, je dis, laisse-moi t'expliquer. Je vais te l'expliquer avec mon champ d'expertise, les arts martiaux. C'est comme si au Canada, on fait un libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, mais au Canada, nous autres, on est tellement puristes, puis l'environnement, puis les syndicats, c'est comme on fait de la boxe. On peut juste utiliser les points. Puis là, tu me dis, on va faire du libre-échange avec les États-Unis, qui sont un peu plus ouverts, mais eux autres font du Muay Thai. Ils ont le droit de donner des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude. Puis au Mexique, ils s'en calissent de tout. Fait que c'est comme si je me bats contre un gars qui fait du MMA. Lui, il peut m'amener à terre, m'étrangler, puis Il me peut te faire... crever les yeux. Ah ouais, là, ben, là, il était là. Ouais, mais là, ça va trop loin, Jean-Charles, pour le sujet du cours. Ça, c'est des sujets de doctorat. Commence par faire ton bac, puis... Ben, il faisait tout le même. Ah, ben, Parce que, pour moi, le libre-échange mondial, comme qu'il l'est appliqué, c'est un leurre, c'est un appauvrissement collectif. Puis, la meilleure preuve, c'est la GM. Ils sont en allant en Chine faire les Cadillacs. On était tellement supposés de sauver de l'argent. Mais je n'ai jamais vu à Cadillac passer de 60 000 à 35 000. Mais les GM ont fait des milliards de profits en maudit, pareil. Ça, c'est la poids du gain. C'est de là que ça vient, que j'ai tout vu ça. La crise Ouais. COVID, quand elle est arrivée, ça m'a juste donné un meilleur reach pour être entendu. Parce qu'avant, je faisais plus, je veux dire, juste au niveau politique et finance. Puis comme tu as dit, notre système d'éducation fait en sorte que j'ai participé à des affaires dans ma vie. À un moment donné, les ministres libéraux étaient venus à Saint-Jean organiser avec la Chambre de commerce, puis tout ça. Puis écoute, j'avais fait une intervention pour, je disais, en comptabilité financière, on parle de consolidation d'états financiers pour les entreprises mondiales. Je dis, moi, pour éviter le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux, vous devriez obliger à chaque compagnie qui fait affaire au Canada de déconsolider leurs états financiers, puis tout ça. Puis j'avais eu un standing ovation, puis la ministre m'était fait revenir 2 fois. Puis les 2 fois, j'ai eu un standing ovation. Puis je leur avais dit, elle dit, dans le fond, on devrait plus vérifier. Je dis, non, madame, vos lois sont mal faites. Ces grosses compagnies-là, ils ont tous des avocats et des fiscalistes à temps plein, sont légales. Il faut réviser ça.
Puis là, j'avais dit, j'ai des gens très compétents qui seraient prêts à participer à une commission pour améliorer le système fiscal canadien. Puis je vous propose, pour le bien-être de mon enfant et le futur, de la présider gratuitement. Puis ça, c'est un exemple que j'ai utilisé souvent, que j'ai partagé au monde. Puis savez-vous comment ça finit, cette histoire-là, que j'ai eu un standing ovation à 3 reprises, que la ministre, que je parle de ce qu'on pourrait faire, puis que je me propose de le faire gratuitement? Ben ça a fini que je n'ai jamais reçu de coup de téléphone, puis c'est mort en neuf. C'est Ah ça le ouais. système qu'on a. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que je m'implique, puis je sais que ça ne peut pas marcher dans le système qu'on a, Dominique. Ça ne peut pas Là, marcher. fait que toi, tu as fondé ça, dans le fond, là, il disait tantôt, Chat disait que le 15 mai 2022, c'est bon ça, quand on passe Ouais, les nous, dans dates-là? le fond, on avait toutes nos accréditations, tous nos papiers fin décembre 2021. Puis par OK. le DGEQ puis tout ça, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas pu être présent dans la parcelle de Marie-Victorin. On l'a eu tout de suite OK. après. OK. Puis ça a été quoi ton plus grand défi jusqu'à présent, là? Ça fait 2 ans. En tant que chef de ce parti-là, ça a été quoi ton plus grand défi jusqu'à présent? Ben, le plus grand défi, on peut tous s'améliorer. C'est sûr que c'est un défi de communication, de comment rejoindre Ouais. le monde, comment intéresser le monde. Malheureusement, les gens tombent tous dans le piège de nourrir la matrice. Moi, mon plus grand défi, je pourrais le résumer, dire aux gens, tu sais, il y a plein de monde, j'ai reçu cette semaine sur ma chaîne Lady Rose qui fait un avis de non-consentement. Puis, moi, je donne la liberté de parole à tout le monde. Le monde a des projets, je trouve ça le fun. Je suis d'accord ou pas d'accord, je pose des questions, j'aide à les faire connaître si je peux les aider à les faire connaître, puis tout ça. Par contre, ce que je veux faire réaliser aux gens, il y a plein de gens qui parlent de différentes affaires. Il y a plein Hmm. de gens qui ont des solutions. C'est Que ça, ce tout le monde soit sait tout. Nadia à l'époque, la destitution. Moi, la seule chose, j'espère, qui va être compris, puis j'espère que ça va sortir d'une façon humble, c'est que moi, pour moi, dans le système qu'on est, nous sommes dans une prison. Les règles du jeu, ce sont eux qui les ont écrites. Si vous pensez gagner quoi que ce soit dans leur système, c'est un leurre. On l'a vu avec différents avocats qui ont testé des choses. On l'a vu, le système juridique, on en a parlé tantôt brièvement. Comment c'est parce que le système a été écrit par eux, pour eux, Hmm. et non par le peuple, pour le peuple. Et moi, l'image, la plus grande image, qui est mon défi que je peux donner, parce Ouais. qu'avec l'expérience, ça s'éclaircit, on est tous en train de se déchirer, puis on nourrit la matrice qu'on combat. On est à gauche, à droite, telle idée, telle idée. On est tous là à parler de ça. La seule chose que je vais vous dire, c'est une perte de temps, parce qu'on est en prison. Démocratie directe, c'est la seule solution, la seule chose que je peux vous promettre, c'est que je vous sors de la prison. Après ça, voulez-vous nationaliser des ressources? Voulez-vous privatiser le système de santé? Voulez-vous nationaliser telle autre affaire? On s'ostinera dehors de la prison. Dans la Mhm. prison, on perd notre temps et plus qu'on nourrit ça, plus qu'on légitime leur système. On y donne de l'importance. C'est pour ça que je ne fais plus beaucoup de live. Parce que je sais qu'il y a des problèmes partout. Mais plus que je vais parler des problèmes puis de type c'est pas correct, plus que je donne de l'énergie à ce système que je réfute là. Moi, mon énergie, je veux la mettre à créer le monde de demain. Moi, mon enfant, demain, je ne veux pas qu'il soit un esclave. Puis quand tu parlais tantôt de ce qui va arriver, oui, Dominique, le système a été fait que l'Occident, ce qu'on vit, l'Europe, les États-Unis, puis tout ça, ça nous a amené exactement ce qui avait été décrété il y a 2000 ans. Donneur du sport, de l'argent, des jeux, et le peuple, tu vas en faire ce que tu veux. Mais ce qui s'en vient économiquement prochainement, attache ta dessus. Tu vas peut-être te rendre compte qu'on ne sera pas si loin que ça des pays que tu disais qui ont de la misère à avoir un bol de riz. On s'y Hmm. approche drôlement. Je ne veux pas faire peur à personne, mais il est temps qu'on reprenne notre pouvoir et qu'on décide ensemble. Ça, c'est le plus gros défi que j'ai à faire comprendre aux gens. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous ostiner, tirer à gauche, tirer à droite. On est tous dans une prison. On est dans leurs paramètres. On perd notre temps et notre énergie. Venez-vous-en avec démocratie directe. Croyez en vous. Moi, c'est pour ça que je disais, démocratie directe, c'est pas de croire en Jean-Charles, puis c'est pas un chef, puis c'est pas... Non. Voter pour démocratie directe, adhérer à démocratie directe, c'est de croire en soi. Point final. En Point tout cas, tu es final. très inspirant, très inspirant. Tu es inspiré, puis tu es inspirant. Puis j'espère que tous les gens qui vont voir cette entrevue-là, ils vont au moins comprendre ce que c'est démocratie directe, puis l'avantage que ça peut nous donner en tant que collectivité, en tant que pouvoir, en tant qu'être humain pour améliorer
notre sort, parce que ce qu'on veut dans la vie, au final, c'est d'être heureux, d'être en sécurité, puis de sentir qu'on est libre. Je dis sentir qu'on est libre, parce qu'on ne l'est pas. C'est ça. Non, On ne le c'est ça. sera jamais, d'une certaine façon, parce que la vie attend ce qu'elle est. Avec tous les problèmes, les épreuves que la vie peut nous apporter, chacun d'entre nous. Mais tu sais, on veut sentir qu'on est libre d'aller dans la direction qu'on veut, puis Mais tu c'est sais, il à y a des lois travers notre société universelles, qu'on peut y Dominique, puis arriver. moi, c'est ça que je veux ramener. On ne peut pas déroger des lois universelles. Puis une Ouais. des lois fondamentales de l'univers, c'est que tout est en équilibre. Donc, Hmm. il y a des extrêmes partout, mais ultimement, c'est tout en équilibre. Ça tend vers ça, ouais, c'est Et ça. à partir du moment que tu as un plus grand est le pouvoir, plus grand est la responsabilité. Et ça, on ne vit pas ça dans notre système. Notre Hmm. premier ministre a un pouvoir incommensurable et il est non imputable. Donc, on ne respecte pas la loi de base universelle. Et ça, c'est non humain, c'est non divin. Donc, quand tu ne respectes pas le divin, je nommerai pas le mot de où ce que tu es. Et ça, il faut réinstaurer les lois divines, les lois universelles. À grand pouvoir, grande responsabilité. Point Exact. final. Eh bien, écoute, je te Tu remercie payes, beaucoup d'avoir tu choisis. accepté. Je te remercie beaucoup Ben, d'avoir accepté mon invitation, puis au plaisir de se reparler. On va sûrement se reparler. Les élections s'en viennent éventuellement, puis s'il y a des choses éventuellement que tu veux mettre en surbrillance, puis parler de démocratie directe, ben, tu peux toujours me contacter. Ça me ferait plaisir de te recevoir à mon émission. Encore merci merci beaucoup de ta d'avoir générosité, accepté. Dominique. Ça a été un réel plaisir. À bientôt. Bientôt.